Merci à vous. C'est tout le pays qui est derrière vous. Qu'est-ce qui lui arrive? Pinot est en pleurs, Bernal qui s'envole, Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France. Bicycle, bicycle, bicycle. Victoire de Julien Alain Philippe. Regardez l'avance Alain Philippe. Thibaut Pinot seul à l'assaut du Tourmalet. Merci à vous. C'est tout le pays qui est derrière vous. Qu'est-ce qui lui arrive? Pinot est en pleurs, Bernal qui s'envole, Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France. Bicycle, bicycle, bicycle. Victoire de Julien Alain Philippe. Regardez l'avance Alain Philippe. Thibaut Pinot seul à l'assaut du Tourmalet. Merci à vous. C'est tout le pays qui est derrière vous. Qu'est-ce qui lui arrive? Pinot est en pleurs, Bernal qui s'envole, Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France. Bicycle, bicycle, bicycle. Victoire de Julien Alain Philippe. Regardez l'avance Alain Philippe. Thibaut Pinot seul à l'assaut du Tourmalet. Merci à vous. C'est tout le pays qui est derrière vous. Qu'est-ce qui lui arrive? Pinot est en pleurs, Bernal qui s'envole, Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France. Bicycle, bicycle, bicycle. Victoire de Julien Alain Philippe. Regardez l'avance Alain Philippe. Thibaut Pinot seul à l'assaut du Tourmalet. Merci à vous. C'est tout le pays qui est derrière vous. Qu'est-ce qui lui arrive? Pinot est en pleurs, Bernal qui s'envole, Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France. Bicycle, bicycle, bicycle. Victoire de Julien Alain Philippe. Regardez l'avance Alain Philippe. Thibaut Pinot seul à l'assaut du Tourmalet. Merci à vous. C'est tout le pays qui est derrière vous. Qu'est-ce qui lui arrive? Pinot est en pleurs, Bernal qui s'envole, Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France. On est en direct, et voilà, bonjour, bienvenue en direct sur la page Facebook de Vélo Podcast pour ce débrief de la première semaine du Tour de France avec l'inamovible François-Pierre Noël. Salut François-Pierre. Salut Guillaume, salut à tous. Bon, ça va? Tu t'en remets de cette première semaine du Tour? Oh non, il y a des choses à dire et je suis en colère Guillaume. Mais bon, T'es en colère? Tiens. Je suis en colère. Bon, déjà, on va accueillir François-Pierre, l'invité de ce début de podcast de fin de première semaine. C'est Valentin Jacquemet, journaliste au Dauphiné. Salut Valentin. Salut les gars, vous allez bien? Bah, ça va, mieux que François-Pierre pour moi, mais ça va. Il y a des jours, ça va mieux quand même, hein. Enfin, mais pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui c'était repos, ça va, tout va pour le mieux. Après on a vécu quelques petites journées difficiles quand même cette semaine. Ouais, c'était dur. Bon, Valentin, dis-nous, première journée de repos. Donc là, on a fait 9 étapes sur le Tour de France. On a Roglic maillot jaune. Alaphilippe n'est pas encore maillot vert, mais ça va venir. Il recommence. Valentin, raconte-nous un peu comment ça s'est passé cette journée de repos donc à La Rochelle. Cette journée elle a vraiment été rythmée par les tests PCR, les tests Covid. Toutes les équipes ont été retestées 9 jours du coup, comme tu disais, après le grand départ à Nice. Le but c'est de détecter d'éventuels cas positifs au sein des bulles. On aura les résultats que demain matin avant le départ de la 10e étape. Donc voilà, depuis 24 heures, il y a vraiment la tension qui a repris le dessus sur la route du Tour. On attend tous un peu fébrilement les résultats. Si 2 cas sont positifs dans une équipe, elle devra mettre le clignotant et quitter la route du Tour. Donc voilà, c'est quand même un drôle de climat en Charente-Maritime là. Ouais, bon, normalement, quand on arrive vers la Charente, ça se passe bien. Donc, je me fais pas trop de soucis. Ouais. Hein. Je me fais pas trop de soucis quand même. Valentin, t'en as fait un test, toi, par exemple, de journaliste? Moi, j'en ai fait un avant le départ, comme toute la caravane. Après, non, on ne fait pas partie de la fameuse bulle course. Donc, du coup, on ne sera pas retesté d'ici l'arrivée sur les champs. Par contre, on n'a aucun contact direct avec les coureurs. On est tenu en zone mixte, parqué à 1,2 m. On est obligé de les interviewer avec une perche. On n'a plus accès au bus comme c'était la coutume avant pour aller discuter avec les staffs. Donc voilà, les risques, si jamais il y avait un cas de Covid positif, ce ne serait pas de la faute d'un suiveur, logiquement. Du coup, Valentin, raconte-nous un petit... Ouais, vas-y François-Pierre. Non, j'avais passé moi la suite du programme, mais vas-y, si tu as une autre question, vas-y. Ouais, on profite d'avoir Valentin avec nous pour quelques minutes là, pour parler un peu de l'ambiance sur le Tour de France sur cette première semaine.
On va juste dérouler, François-Pierre, en quelques secondes avant de parler avec Valentin, le menu un peu de ce podcast. On va parler donc, bien avec Valentin, de cette ambiance sur la première semaine. Est-ce qu'on est enfin passé au-delà de cette ambiance marquée, pesée à cause du Covid? On va avoir des débats sur ce qui s'est passé pendant cette première semaine, sur Pinot, sur Roglic, sur Alaphilippe. On va parler des autres favoris du général. On va parler de la perf de la semaine. Tiens, quelle est la perf de la semaine pour vous? On va en parler. La bataille pour le maillot vert, la bataille pour le maillot à pois, pour le maillot blanc, et puis on va avoir en fin d'émission l'ostéo de la Bahrain McLaren, celui qu'on a l'habitude d'avoir dans Vélo Podcast, c'est Barnabé Moulin, et une projection aussi sur la semaine à venir. Voilà François-Pierre pour le programme de ce podcast chargé dans cette journée de repos. Vas-y, on en profite tant qu'on a Valentin. Ouais, Valentin, j'allais te dire, est-ce qu'il y a eu des conférences de presse aujourd'hui parce qu'on a eu là le rapport de Thibaut Pinot comme quoi ce qu'il avait au dos, on en parlera un peu plus tard après sa blessure lors de la deuxième étape à Nice, mais visiblement c'est un problème au stacrum comme David Gaudu. Il y a eu des confs de presse de la FDJ, d'H2R? Alors à la FDJ, non, ils sont en diète médiatique pendant 48 heures, ça a commencé hier et ça va se prolonger jusqu'à demain matin. H2R a parlé longuement après leur belle semaine réussie. La Cofidis aussi, avec Guillaume Martin, s'est exprimé, Arkea pour les équipes françaises. Donc voilà, c'était quand même une journée qui était très très rythmée. Comme pour Nice, tout s'est passé en visio. Aucune conférence de presse organisée ni dans les hôtels ni en salle de presse. Mais en tout cas, les coureurs avaient des choses à dire et des messages à faire passer. Et t'as dit quoi justement tout ce que tu retiens, toi? Alors, ce que je retiens, c'est qu'un Français ne gagnera pas le Tour cette année. Très bien. Non. Arrête. Non, quand on va taquiner un peu Guillaume Martin et Romain Bardet sur le sujet, clairement, ils bottent en touche. Guillaume Martin, dès hier soir, il disait « je suis pas là pour gagner le Tour », alors qu'il est quand même 3e du général. Romain Bardet, aujourd'hui, nous expliquait que 30 secondes à combler sur Roglic, c'était quasi impossible, à part un terrible coup du sort. Donc, avec le contre-la-montre à la planche des belles filles en plus. Exactement, ouais. Donc voilà, on est parti pour une 35e saison de cette douce mélodie. Vous la connaissez, c'est celle qui dit qu'un Français n'a toujours pas gagné le Tour depuis Bernard Hinault. C'est reparti au moins jusqu'en 2021, voire pour encore de très longues années. Ouais, mais est-ce que c'est pas un manque d'ambition là? Genre, là, on va déjà sur les sujets, mais toi, Valentin, t'en penses quoi? Parce que moi, ça me choque que quand t'es 3e du général, même si t'as pas les moyens d'un Roglic en équipe, en termes de potentiel physique, mais juste d'essayer. Tu sais, à une époque, Bardet, je me rappelle, disait c'est pas grave, on attaquera là, on est fort en descente. Tu sais, ce genre de choses, quoi. C'est un peu. Après, est-ce qu'on est obligé de les croire aussi quand ils disent ça? Moi, je pense qu'il y a quand même une part de vérité derrière. Après, il faut aussi pas se cacher. Roglic, Pogacar aujourd'hui sont clairement au-dessus du lot. Et voilà, il y a, comme tu disais, Guillaume, il y a ce spectre du contre-la-montre le samedi à la planche dont tu sais qu'ils vont clairement perdre 40-50 secondes. Et sur un tour qui est parti pour jouer quand même à coup de bonif, vu la densité du niveau tout là-haut, ça peut faire très très cher dans la balance. Si aujourd'hui Bardet disait je suis là pour gagner le Tour, on rigolerait peut-être tous, on serait aussi en train de débattre sur la folie des grandeurs de l'Auvergnat. Donc voilà, il y a peut-être une part de lucidité, elle est peut-être dure à accepter pour le grand public, mais en tout cas, elle est vraie. Valentin. Ouais. Ouais, François-Pierre, excuse-moi de te couper. Valentin, tant que tu es avec nous, on s'est eu avant le Tour de France. Tu nous as parlé que l'ambiance était vraiment marquée par le Covid, que la fête était un petit peu gâchée finalement par cet esprit tourné autour des questions autour du Covid. Raconte-nous, est-ce qu'on est passé au-delà? Est-ce qu'une semaine après, c'est toujours présent on l'a un peu oublié avec la course et aujourd'hui, les journées de repos, tout le monde a été testé, c'est peut-être un peu revenu. Raconte-nous un petit peu cette ambiance. C'est un Tour de France bizarre tout de suite. Ouais, exactement, c'est vraiment un tour bizarre. Après, Christian Prudhomme, il peut remercier un mec, c'est Julien Alaphilippe. Quand il claque la deuxième étape à Nice, tu sens quand même chez ASO qu'il y a un grand soulagement, qu'enfin on va pouvoir parler de la course, qu'on va pouvoir parler d'un Français en jaune. Et derrière, tout ça c'est un peu enchaîné. Le fait que le parcours soit aussi quand même bien tracé, même s'il y a eu un attentisme des favoris vers Orsières, ou vers le Mont-Égual, mais il y a eu une course, on ne s'est pas tapé 7 sprints remportés comme à la grande époque par Cipollini. Donc voilà, tout ça a quand même éliminé peu à peu cette atmosphère un peu pesante du Covid. On a reparlé de la course, on a reparlé de l'attentisme des favoris, etc. Par contre, on savait très bien que dès le dimanche, ça allait revenir dans le cœur des discussions. C'est pas un fil rouge, cet épisode Covid, mais c'est quand même des grosses piqûres de rappel qui sont venues dès hier et qui reviendront dès dimanche prochain.
Ouais, bah, c'est surtout que si on a vent ce soir ou demain matin de 2 tests positifs au Covid dans une équipe, imagine, c'est la Jumbo-Visma et que le maillot jaune se barre enfin, le maillot jaune se barre avant même de commencer l'étape vers l'île de Ré. Bah, là, on va vraiment en entendre parler quand même. Ça va être, enfin, plus que bizarre, quoi. Ah bah là, clairement, après, si demain Primoz Roglic ne prend pas le départ du Tour à cause du Covid, on va passer une semaine à dire que la course est faussée, quel que soit le vainqueur. On ne peut pas dire enfin, chez ASO, ils sont en apnée, hein, clairement. À l'UCI, c'est pareil. Il y a une vraie crainte. On n'a aucun recul aujourd'hui. On peut tous faire des projections en disant, mais non, les coureurs font ultra gaffe, ils sont dans des hôtels ultra sécurisés, qui sont lavés, astiqués de fond en comble. Mais la finalité, c'est que ce virus, comme le disait Nicolas Roche dans une interview, on peut le choper sur une poignée de porte d'hôtel. Donc voilà, dans Pays Ressources où les gars n'ont pas le masque. Exactement. Exactement. Les coureurs ont répété toute la semaine qu'il fallait quand même faire attention de venir masquer. On voit très bien qu'au départ, aux arrivées, c'est très bien respecté parce que ASO distribue des masques au public qui n'en a pas et que si tu n'as pas de masque, tu n'as pas accès à ces zones-là. Mais par contre, sur le parcours, c'est incontrôlable. Et après, on ne peut pas prendre tous les milliers de spectateurs par la main en leur disant s'il vous plaît, mettez bien le masque. La folie du Tour aussi fait que quand un Français passe devant toi en échappée, bah, le sentiment un peu patriotique reprend le dessus et puis tu as envie de l'encourager, tu as envie de courir à côté et tout ce qui est gestes barrières, distanciation sociale, à ce moment-là, tu l'oublies un peu et c'est presque normal. Donc voilà, c'est vraiment, il faut composer avec cette atmosphère un peu particulière et le seul moyen de composer avec et de l'oublier, c'est qu'il y a de la course et Alaphilippe nous a apporté la preuve dès dimanche dernier. Passons justement à la course, Valentin, si tu veux bien. Avec les débats voilà, qu'on a prévus. Les débats. Mais le premier débat, on voulait le faire avec toi, et puis parce que émotionnellement, c'est celui qui nous a encore le plus attristé. C'était vendredi, Thibaut Pinot qui perd, dans mes souvenirs, c'est 19 minutes, hein, je crois, sur le maillot jaune. Ouais. Juste François-Pierre, permets-moi de lancer ce débat parce que je sais que en fait, la passe décisive, elle va être pour toi. J'ai pas envie que tu te lances tout seul dedans. Valentin, j'ai vu François-Pierre par message aujourd'hui, cet après-midi. Il me dit, mais il faut qu'on parle de Pinot. Hein. C'est pas possible. Il faut qu'on parle de Pinot. Donc, le premier débat de ce débrief de la première semaine de Vélo Podcast, hein, si vous nous rejoignez en direct sur Facebook. Attention, est-ce que Pinot, c'est la grosse déception de ce Tour de France pour le moment? Je vais laisser d'abord Valentin parler. Allez, comment cela pourrait en être autrement? Évidemment, c'est la grosse déception. Quand on arrive au départ du Tour et qu'on ambitionne au minimum un podium et que dès le premier col hors catégorie, on perd 19 minutes, comme tu le disais, c'est forcément une déception. L'abandon, on va peut-être y revenir, est totalement différent que l'an passé où il y avait des larmes et l'incompréhension. Là, c'est encore de la malchance, mais toutefois, c'est l'événement de la première semaine pour moi. François-Pierre. Moi, je veux aller plus loin parce qu'en fait, je me suis posé pas mal de questions ce week-end. Est-ce qu'au final, on n'en a pas trop fait avec Thibaut Pinot? Je m'explique. Effectivement, tu vois, on était tous pour dire que c'était le favori. Il avait une équipe magnifique. Je ne sais pas si un Français a une équipe aussi dévouée depuis très longtemps pour gagner le Tour. Faut juste voir ce qu'a fait Kung à l'étape des bordures là. J'ai plus le parcours en tête, excusez-moi, mais vers Lavore, tout à fait. Le travail que fait Kung tout le long à le ramener toujours. Il a même dit après la course Kung, hein, qu'il avait dit à Thibaut Pinot, je te prends et tu me suis, tu prends ma roue et c'est tout quoi. Quand tu vois la tactique mise en place par la FDJ, je ne sais pas si vous avez remarqué, Reichenbach qui est constamment à l'arrière du peloton pour vérifier où est-ce qu'il est Thibaut Pinot. Ça, c'était une tactique bien jouée parce que Pinot, on sait comment il est, il n'aime pas frotter. Tout le monde était dévoué pour lui. Il tombe sur la première étape. Pas de bol. Moi, ça arrive. Ok, il a un mal de dos. Mais purée, il y a trop de pépins physiques, ce coureur. Ça me fait penser, tu sais, aux footballeurs on dit toujours qu'il va être un grand joueur et puis il se fait les croiser une fois, 2 fois. Son hygiène de vie est peut-être pas la meilleure. Quand je lis dans l'équipe le lendemain que Thibaut Pinot dit que ça sert à rien de dormir, il y a peut-être un problème là. Comment ça se fait que tu récupères pas bien si tu aimes pas dormir? N'importe quel sportif de haut niveau te le dit. Le sommeil, c'est un des 3 piliers, si tu veux, dans le sport de haut niveau. Et quand tu me sors ça pendant un tour, que tu n'aimes pas dormir, que tu veilles tard le soir, parce que voilà, non, tu n'as pas le droit de dire ça. Purée, ton équipe te prolonge 3 ans, tu es la tête d'affiche du Tour, on attend tous de toi que tu sois l'étendard français, et pour gagner le Tour, tu n'as aucune exigence. Alors moi, s'il n'y a pas d'exigence de ce côté-là, j'ai plus envie de te soutenir autant que je l'ai fait, parce que Pinot, moi, j'adore son style, mais s'il faut attendre qu'il n'y ait rien qui se passe
c'est-à-dire qu'il est pas mal là, pas mal au petit doigt de pied, en fait, on gagnera jamais. Enfin, il gagnerait jamais le tour. Dans ce cas-là, mettons tout sur quelqu'un d'autre. Parce que là, Pinot, je trouve ça montre, tu vois, la fébrilité du gars, en fait. Qu'elle soit mentale ou physique. Non, t'es dur. Tu peux pas dire de la fébrilité. Là, il tombe à Nice, il se prend un mec dans le dos à 50 à l'heure. Oui, mais ça, d'accord. Ouais, mais ce que veut dire François Pierre, c'est qu'en fait, il y a toujours un truc qui va de travers. Et en fait, c'est un peu ça le souci, c'est que il y a toujours un truc qui ne va pas. C'est comme par exemple quand il tombe malade au Giro. Tu vois qu'il est en position de gagner le Giro et qu'il tombe malade. C'est un peu ça. C'est jamais réellement la performance sportive qui le plombe, mais c'est toujours un à côté. Et c'est vrai que c'est problématique quand même. Ouais, après, toute défaillance est due à un à côté. Moi, Ouais, mais c'est pas les jambes. La défaillance, elle vient pas de ses jambes en fait. Elle vient toujours d'un événement extérieur. Il est malade au Giro. L'année dernière, c'est une blessure musculaire. Là, c'est son dos après une chute. Voilà. Ouais. Après, tu sais qu'il a pas lâché. Enfin, pendant 4 heures tous les soirs de la première semaine, il était aux soins. Quand tu fais deuxième du critérium, notamment après une dernière étape où tu as été esselé, attaqué de toutes parts et que tu étais vraiment esselé parce que tu n'avais pas cette fameuse équipe sur le tour, tu avais les jambes pour gagner et il était conditionné pour, je pense. Pour moi, cet abandon, il est vraiment différent tu parlais tout à l'heure du Giro ou de l'année dernière où c'est cette blessure toujours mystérieuse dont on ne sait pas vraiment d'où elle peut venir et cette blessure mentale, cette maladie mentale sur le Giro où il tombe malade à la veille de l'arrivée. Là, pour le coup, c'est vraiment un fait de course. Ça aurait pu lui arriver en deuxième semaine, en troisième semaine. Vous pouvez me répéter qu'un grand leader, il y en a qui passent à travers les chutes. Mais oui. Ouais, mais c'est ça, en fait. C'est ça qui est frustrant. Mais c'est qu'en plus, Thibaut Pinot, pour le coup, il montre à chaque fois qu'à la pédale, il peut le faire. Il montre encore sur le Dauphiné qu'à la pédale, il rivalise avec les meilleurs. Il montre sur le dernier Tour de France 2019 qu'à la pédale, il rivalise ou même qu'il est meilleur que celui qui a gagné le Tour de France l'année dernière. C'est ça qui est très frustrant. Quand même. Guillaume, je t'attends 2 secondes parce que pour moi aussi, être un grand leader pour gagner le Tour de France, il faut être fin tacticien. Quand il dit aussi, lors de l'étape de l'Avor, où il s'est battu pour rester avec les favoris. Quand il dit qu'il était épuisé et que c'est en partie aussi à cause de ça, qu'il a joué que le lendemain, il n'en pouvait plus avec le dos, etc. Mais en plus, ça montait, c'était pas les mêmes muscles, j'imagine. Mais dans ce cas-là, perd 1 minute. Moi, le bon tacticien, c'est de dire, je perds 1 minute là, je vais rouler un peu plus tranquillement. Effectivement, on pourra me tomber dans la gueule, dire, voilà, Pinot encore lâché en bordure, etc. C'est pas grave, il avait l'équipe pour perdre moins de temps, enfin, même 2,30. Et si le lendemain, il peut au moins tenir et que son dos s'améliore au fil du temps, ça aurait été bien joué et qu'après, il a 2,30 à rattraper, il peut le faire. Ça, tu vois, Pinot, vu la dernière semaine, tu peux rattraper 2 minutes, je pense, sur Roglic, sur Pogacar, tout dépend de qui est premier. Un Pinot peut, s'il est au meilleur de sa forme, s'il retrouvait sa forme. Là, le fait de s'être battu, est-ce que c'est pas une erreur tactique au final? Parce qu'après, il était épuisé le lendemain. Enfin, tu vois, il y a tout ça qui me fait dire que sur une étape avec des bordures, tu t'épuises autant à courir en deuxième rideau qu'au premier. Tu fais moins d'efforts. Permanente. Non. Lui, dans l'interview, il dit, enfin, en tout cas, ce que j'ai lu, il disait qu'il était épuisé après cette étape. Alors, dans ce cas, mais comme tout le peloton, comme Pogacar, comme Carapace qui se prend une petite pétée aussi. Et puis les sensations de Pinot durant toute la semaine étaient fluctuantes. Un jour, les douleurs étaient présentes, le lendemain, elles n'étaient pas. Vers Orsières, ça tient. Dans le Mont Aigoual, il douille. Il y avait une telle incertitude autour de tout ça que les 40 secondes que tu peux perdre ce jour-là, elles peuvent être rédhibitoires aussi si, imaginons, le lendemain, tout va bien. Et tu sens à Orsières dans le sprint final que Roglic gagne à Orsières-Merlet. En fait, tu le regardes avec d'autres yeux quand tu le regardes en replay et que tu vois après la défaillance de Pinot. Il a le visage de la souffrance au moment du sprint quand même. Et tu sens qu'à mon avis, dans le sprint où il était en lactique, en plus du lactique, il devait avoir une douleur dans le dos. Et tu te dis, il avait quand même pas l'assurance de l'habitude, tu vois, qu'il a d'habitude quand même. Où il caresse plutôt les pédales dans cet exercice-là. 19h53, on est bien en direct sur Facebook. On débriefe cette première semaine du Tour de France en direct avec François Pierre, toujours là. Valentin Jacquemet, journaliste au Dauphiné. On l'a encore avec nous pour quelques minutes, on va en profiter. Le débat sur Thibaut Pinot, on vient de l'avoir. On a bien compris que
on va pas apaiser la souffrance de François Pierre, mais qu'au moins on a joué le rôle de psychologue ce soir. Ça, franchement, c'est une vraie, voilà, ça me fait du bien pour lui. Voilà, on prend la carte vitale. On prend la carte vitale. Allez, on passe au second débat, messieurs. Second débat, on va faire le tour de ceux qui étaient favoris au départ du Tour de France après Pinot. Primoz Roglic. Primoz Roglic a pris le maillot jaune dimanche, hier. Mais il aurait pu le prendre avant, très franchement, il aurait pu le prendre avant, notamment sur les pentes de Peyrossourde où il attaque, il laisse Yates revenir, il suit une attaque de Pogačar, il laisse Yates revenir, il le prend que dimanche. Est-ce que Roglic, Primoz Roglic est-il trop calculateur? Je pose la question, Valentin. Valentin. C'est un grand oui. Oui, moi je pense que c'est peut-être déjà trop tard. Ah oui, clairement. Moi, je pense qu'il a peut-être perdu le Tour. S'il perd le Tour, c'est à cause de cette première semaine. Ah bon? Ah oui, clairement. Alors, si on fait le bilan à Nice dimanche, bon, il est dans le groupe des meilleurs. Tout le monde laisse partir Alaphilippe. C'est mardi, Orsières-Merlette. Il attend le sprint pour régler tout le monde. Il prend les bonifs. Ensuite, pas d'attaque dans le Mont-Aigoual. Et ce week-end dans les Pyrénées, on a bien vu le travail calculateur dans Peyrossourde avec les attaques. Tu penses que toi, s'il perd le Tour de France, c'est à cause de ça? Au bout d'un moment, quand tu as les jambes de Primoz Roglic, que tu es en forme depuis le Tour de l'Ain, est-ce que tu as peur de prendre le maillot jaune alors que ton équipe contrôle? Enfin, je pense pas. Il y a une immense incertitude autour de leur stratégie. Elle est quasi incompréhensible. Après, dans le Mont-Aigoual, Roglic, tous les mecs de la Jumbo se font un peu berner par le faux rythme des gars d'Ineos autour de Bernal. Bernal, on se doute bien qu'il n'est pas dans une belle journée. Les gars, ils sont en train de faire un petit tempo, le nez vissé sur le capteur de puissance. Et ça Ils ont endormi tout le monde. Ils ont endormi tout le monde dans le Mont-Aigoual. Ouais, même moi. ouais, non, mais on s'est tous endormis. On attendait tous des attaques. Clairement. Alors après, on peut se défendre en disant que le Mont-Aigoual derrière, c'était un long faux plat, que tout le monde était sur la plaque, etc. Mais à un moment, la forme de Roglic, je ne vous dis pas que d'ici 15 jours, elle va s'effondrer et qu'il sera au fond du seau. Mais peut-être qu'elle va décliner un peu quand la courbe de Bernal, on sent que jour après jour, elle est chaque jour un peu meilleure. Et puis surtout, il y a les Alpes qui arrivent, des cols de 20 bornes, de la haute altitude. Le col de Lalo, c'est quand même plus taillé pour le petit Colombien que pour le Slovène tatoué. Honnêtement, il a peut-être laissé passer sa chance. Si le Tour se joue à quelques secondes, il pourra peut-être se les mordre d'avoir laissé passer sa chance à ce moment-là. François Pierre, je comprends pas la parole. Excuse-moi, on va juste faire intervenir aussi ceux qui parlent en commentaire sur Facebook, notamment Mickaël qui nous dit au contraire d'un Bernal qui monte en puissance, Roglic 3e semaine, ça coince souvent. On salue Mickaël qui nous écoute, on salue Vincent Renaud qui nous écoute depuis le train, il devait être avec nous ce soir. Il n'a pas pu être là. Roglic est seul. Surtout Roglic est seul. On a bien vu que dans Peyrossourde, quand il y a eu les attaques, Dumoulin n'était plus là, Sepkus n'était plus là, George Bennett. Allô Guillaume. Oui. Oui, il est de retour. Ils étaient fringants dans le Tour de France et là, ils ne le sont plus. Hein avant le Tour de France, pardon, ils ne le sont plus. Voilà, on parle de. Allez, il y a Mohamed qui nous écoute aussi depuis le Maroc. Roglic n'est pas sûr de sa forme depuis 3 semaines et risque de le payer cher. Et il parlait de Pinot avant. Pinot doit changer de fusil d'épaule et se concentrer sur les classiques ardennaises et la Vuelta où il peut vraiment faire quelque chose. Bon, Roglic, c'est vraiment en 3e semaine qu'il va coincer, François Pierre, parce que sur la Vuelta, quand il a gagné. Pour moi, Roglic, il a fait l'erreur de laisser revenir Pogačar. Pogačar, c'est tout l'opposé, je trouve, de Roglic. Lui, il y va, il attaque. En plus, il a perdu du temps sur l'étape de Lavore. Pour moi, Roglic fait l'erreur, d'autant plus que la Jumbo, là où c'est incompréhensible, c'est que Dumoulin, qui peut être la deuxième lame, celui qui peut réussir quelque chose, parce que lui, sur le chrono, à la planche des belles filles, il va cartonner tout le monde. Et ben lui, par exemple, il a déjà décroché de quelques minutes, plusieurs dizaines de secondes. C'est incompréhensible, cette technique. Et Roglic, pour moi, il ne s'est pas montré aussi fort qu'il. Est-ce qu'il ne veut pas se rassurer, en fait, aussi? Est-ce qu'il ne veut pas se rassurer parce qu'il nous a fait de l'intox là avant le Tour de France? Est-ce que je vais venir? Je vais pas. Est-ce qu'il veut se rassurer aussi? Mais quand tu as les jambes que tu as Roglic, tu n'as pas besoin de te rassurer. Tu es une patte au-dessus de la concurrence en première semaine. Et tu es sur un terrain qui t'est totalement favorable. Tu as des cols qui sont plutôt courts, assez roulants. Tu as l'équipe aussi, Valentin. Après, attention, la Jumbo, elle n'est pas aussi impressionnante que ce qu'elle laisse penser quand même.
Qui n'est pas aussi impressionnant que sur le Dauphiné. Hein. Mais quand tu vois Van Aert, Valentin, Van Aert, c'est pas un grimpeur et t'as vu comment il roule. Non, mais après, t'as vu hier, il y a ce brave Hirschi qui est tout seul. Ils lui reprennent seconde après seconde très difficilement. Et l'écart est second quand c'est Pogacar qui met une grosse chiche auparavant. Et si c'est la Jumbo qui continue de faire le train, soi-disant, pour écréter un peu ce groupe des favoris, jamais ils rentrent sur Hirschi. La Jumbo, elle fait peur. Elle a peut-être gagné la bataille mentale, mais physiquement, elle n'est pas aussi impressionnante que ce qu'on était tous là à penser. Valentin, tu peux rester encore avec nous 2 minutes? Ouais, bien sûr. Allez, on va changer de débat. 2 mots sur Alaphilippe quand même. Moi, c'est l'intitulé de ce débat sur Alaphilippe. Alors, je salue Mohamed qui nous écoute depuis l'Algérie et non le Maroc. Voilà, je rectifie, excuse-moi Mohamed. Quand même, Guillaume, c'est international. C'est international. Voilà. Valentin, est-ce que Alaphilippe n'est-il pas assez ambitieux? Ça, il est pour moi ce débat. Là, je le comprends pas trop. Après, il a quand même gagné une étape. Il a été maillot jaune. Il a tenté sa chance. Et après, dans les Pyrénées, il a compris que le général, de toute façon, c'était niette. Et que le seul moyen de pouvoir aller cueillir d'autres bouquets, c'était de perdre du temps. Et il l'a très bien fait. Moi, il voltige pas comme l'an passé. Ça, c'est une certitude. Et on le voit très bien. Sinon, il aurait gagné Orsières en jaune. Il est peut-être pas moins ambitieux, il est peut-être plus calculateur, il est peut-être plus mature qu'avant en tout cas. Il est moins chien fou. Ouais. Si j'ai voulu faire ce débat, c'est parce que pour moi, Alaphilippe, quand je regarde le tracé de ce Tour de France, alors oui, Valentin, tu as raison, il n'est pas aussi flagrant que l'année dernière, ça c'est sûr. Avec la forme de l'année dernière, pour moi, ce Tour de France, il peut viser la victoire finale. Peut-être que non, vu la forme qu'il montre actuellement. Mais en fait, ça me déçoit parce que quand je vois la manière avec laquelle il se relève en fait dans Peyrossourde, au pied de Peyrossourde, il est dans le groupe maillot jaune, il place une attaque, il voit que tout le monde va le chercher et il se dit allez, puisque tout le monde va me chercher, je me relève, je prends 18 minutes et puis je prends 18 minutes. Voilà. Alors que il peut rivaliser général quand même. Oui, mais il fonctionne avec l'émotion, Alaphilippe, je pense. Et quand tu essaies d'attaquer, peut-être qu'il avait senti à un moment donné que ce peloton maillot jaune était en difficulté, ou certains, il voulait faire craquer certains, notamment Damiette. Et quand il les voit revenir, ça lui met un coup au moral en disant en fait, là, je suis à bloc et si je faisais pas l'écart, je le ferais pas après. Donc, peut-être aussi qu'il se sent moins fort que l'année dernière aussi. Non, mais voilà, mais il a tenté, tu vois. Moi, tu vois, on parlait beaucoup de. Enfin, je sais plus, on disait ça au début de l'émission. Moi, je veux qu'il tente. On parlera de Martin tout à l'heure et puis de Romain Bardet, mais moi je veux qu'on tente des choses. Et Alaphilippe, il a tout fait sur ce tour. Il a gagné une étape, il a le maillot jaune qui perd bêtement, et après il essaie de le récupérer. Écoute, pour l'instant c'est un tour réussi pour moi. Ah ouais, je partage clairement ton avis. C'est quand tu as gagné une étape, que tu as porté le maillot jaune et que tu te sais moins fringant que par le passé, c'est quand même difficile de faire mieux. Aussi bien, on refait le même débat la semaine prochaine et Alaphilippe, il a gagné au Puy-Marie, il a gagné à Saran. Et dans les Alpes, il aura encore cherché une victoire d'étape, il aura le maillot à poids, le super combatif et tout le tralala sur les champs. Et on dirait que le maillot vert, Valentin. Et le maillot vert, j'ai oublié le maillot vert. Et à ce moment-là, on dira, mais quel stratège c'est Alaphilippe, il est trop fort. Bien sûr. Patientons, on n'est qu'à la première semaine d'un tour qui est ultra spécial, de par le Covid, de par le fait que les mecs, ils n'aient pas couru pendant 5 mois. Être un bon gestionnaire quand on ne peut pas jouer les premiers rôles, c'est peut-être la plus grande qualité pour pouvoir briller sur ce tour. Mais pour moi, je conclus avec ça pour ce débat. Pour moi, Alaphilippe est capable de faire mieux. Il a fait 5e du tour l'année dernière, c'est quand même pas un hasard non plus. Certes, il n'est pas dans sa vie. Il était dans la forme de sa vie aussi. Il y a eu fait de course pour lui, il y a eu tout ça. Après, il y a un truc aussi, on va conclure avec ça, c'est que c'est confirmé, il y aura bien des championnats du monde après ce Tour de France, une semaine après le Tour de France, avec un parcours qui en Italie peut-être taillé pour Alaphilippe, peut-être que finalement, ça vaut pas le coup de se cramer et d'être champion du monde une semaine après le Tour de France. On va tous oublier le Tour si Alaphilippe est en arc-en-ciel dans 3 semaines. Exactement. Je te rejoins parfaitement là-dessus. Je vais paraphraser Romain Bardet qui disait dans le vélo, le monde du vélo a plein de qualités, mais un défaut, c'est qu'il a la mémoire courte. Et si Alaphilippe devient champion du monde, on sera tous très heureux d'avoir un petit Alzheimer précoce.
Valentin, on te remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour ce débrief de la première semaine, pour les Merci, débats. Valentin. Avec plaisir, les gars. Prenez soin de vous, Et à très bon vite. courage pour cette suite de Tour de France. De toute façon, tu vas revenir très vite avec nous, hein, t'inquiète pas. On est affûté, on a la joue creuse, on est impeccable. Les pattes sont rasées, il manque juste l'huile pour demain pour faire l'étape à bloc et on va tout dégommer dans cette deuxième semaine. On t'attend sur le vélo, Allez, Valentin. Allez, ciao, ciao. Allez, Merci, Ciao. Valentin, Je te journaliste. laisse te déconnecter, vas-y. Ciao. Valentin Jacquemet qui était donc, avec nous, journaliste au Dauphiné. Guillaume, on va passer à la suite. On aura tout à l'heure Barnabé Moulin, l'ostéo de chez Bahrain McLaren, qui a vécu. On va même se connecter bientôt avec lui là. Voilà. Vais lui. Voilà, le technicien C'est Guillaume du est en direct. place. Tu sais quoi? C'est du direct. On va l'appeler. On va l'inviter maintenant. Tout Voilà. à fait. On parle de Vas-y. Bahrain McLaren rapidement, juste parce que vu que c'est son équipe à Barnabé, Michael Landa qui a fait une semaine particulière parce qu'on l'a senti en difficulté sur les premières étapes de montagne et à la fin, il fait partie des rares coureurs qui ont pu suivre Primoz Roglic, Tadej Pogacar hier. Donc, on peut se dire que Landa, si on mettait une note, hein, moi personnellement, je mettrais un 14 sur 20. Hein. Non, Guillaume, t'es pas d'accord avec ça? Ouais, Landa, bonne note. Hein. Forme ascendante. Franchement, il fait vraiment plaisir. Ouais, parce que Michael Landa, ce qui me plaît avec lui, c'est que c'est un coureur qui, quand il est en montagne, je trouve qu'il peut faire quelque chose et qui peut surtout concurrencer un Pogacar ou un Roglic parce qu'il a un coup de pédale aérien. On se rappelle tous de Landa d'époque Sky. Enfin, pour moi, ce coureur, c'est une énigme qui n'est pas une plus belle carrière quand même. À l'époque Astana aussi. Mais moi, je trouve que quand même, il lui faudrait une plus grosse équipe aussi parce que moi, Wout Poels, bon, il n'a pas de chance, c'est que Wout Poels tombe, il n'est pas bien. Mais derrière, Raphaël Valls a abandonné. En plus, Raphaël Valls a abandonné. Mais voilà, mais il y a du Pello Bilbao, du Matej Mohoric, ils vont l'accompagner un petit peu quand même. Après, ouais, mais on les voit pas trop. On les voit pas trop. Quand il y a eu la bataille des leaders, François Pierre, personne n'avait un équipier. Enfin, personne. Non, c'est vrai. Même pas Chouchou Godu. T'imagines, Pinot, t'es plus là. là. Même pas Chouchou Godu. Voilà. Tiens, on va l'accueillir, peut-être l'ostéo de la Bahrain McLaren. Barnabé, tu nous entends? Oui, je vous entends. Salut Barnabé. Ouais. C'est bon, vous m'entendez là? Très bien. Ouais, ça sature un petit peu, éloigne-toi un peu du micro. Ah, ok, d'accord. Voilà. Bon, ça se passe bien, Barnabé? Oui, ça se passe bien. On finit mieux la première semaine qu'on ne l'a commencé. On le disait justement à l'instant, Barnabé, parce qu'on rappelle, tu es ostéopathe chez Bahrain McLaren, tu es actuellement sur le Tour de France. Je disais justement que Michael Landa, il termine sur une super note quand même d'être avec les meilleurs. Ouais, en fait, Michael, il marche très très bien depuis le début de ce tour. On n'a pas eu de chance avec lui. Bon, il est tombé la première journée, mais finalement, comme il est en grande forme, il a très vite récupéré. Et puis, on a vu, hein, il a perdu du temps sur la bordure, mais bon, dans un autre sens, je sais pas, ça lui permet peut-être d'avoir un peu plus, d'être un peu moins surveillé. Je sais pas, on verra, parce qu'avec ce qu'il a montré hier, il montre qu'il est vraiment fort. Ouais, parce qu'il est là quand même quand il y a la bataille. Il y a une bataille entre Pogacar, Roglic et puis Bernal. Pogacar, Roglic, Bernal. Et qui on voit en quatrième arriver, Michael Landa. On se dit, mais ah ouais, quand même, il est dans cette forme-là. On ne pensait pas, quoi. Ah oui, il est vraiment en très grande forme. Et puis, il est serein, quoi. Donc, c'est ça qui est top. Donc, ouais, et au général, il est 10e à 1,42 de Primoz Roglic. Le seul point noir, Guillaume, je me permets, c'est quand même Wout Poels, parce que pour moi, il faut quand même un poisson pilote en montagne qui t'aide quand même, et Wout Poels, c'était lui, et il souffre beaucoup, non? Wout, il a dans la même chute, il s'est salement amoché, il a du mal à s'en remettre. Donc, comment ça se passe le soir avec lui? On marche sur des œufs, quoi. C'est un peu sensible et il souffre. Et puis là-dessus, malheureusement, quelqu'un de normal, c'est à la maison 3 semaines, quoi. Donc, là, il n'est pas à la maison et c'est 3 semaines quand même. Donc, Michael Landa sur son bureau, quoi. Michael Landa, je rappelle juste qu'il a 1,40 hein, du maillot jaune. L'objectif, tu nous l'avais dit, Barnabé, la dernière fois, c'est que Michael Landa, il veut gagner le Tour de France. 1,40, il y croit encore vraiment, ou est-ce que lui, c'est plutôt une place sur le podium? Oui, je pense qu'il est capable. Ouais. Hein. On sait déjà, on a vu par le passé, c'est ce dont on a discuté. On a vu par le passé un Froome renverser le Giro sur un coup d'éclat. On a vu Nibali faire pareil.
Tout peut se jouer sur un coup. Hein. Il y a pas, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Il en est capable. Il n'y a que lui qui est capable de faire ce genre de truc. D'ailleurs, ou Pogacar, hein. Pogacar, ce qu'il a montré, lui était dans la même bordure que Mikel, et on voit que Pogacar a déjà montré qu'il était possible de boucher le trou. Où il a déjà bouffé la moitié de son retard. Donc, Après, c'est sympa ce championnat de Slovénie. Hein. Franchement, j'aime bien. Juste, Barnabé, on va en profiter pour saluer ceux qui nous écoutent aussi. Hein. Mohamed, on en a parlé tout à l'heure, Vincent Renaud, Mickaël qui nous écoute, Braze Ashlinger qui nous a parlé tout à l'heure aussi de Quintana qui reste à l'affût. On va faire un petit baromètre des favoris après avoir eu Barnabé avec nous. Il parle d'Ouran aussi dans les commentaires. Mickaël qui nous souligne aussi que certes, même s'il n'y a pas Wout Poels auprès de Mikel Landa, il y a Damiano Caruso qui est souvent très loin avec Mikel et c'est une satisfaction, j'imagine. Damiano, il marche très 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 fort, il récupère très très bien, il est impressionnant, il est serein. Je crois qu'il est dans la forme de sa vie là, à peu près. Ah ouais. Non, mais franchement, hein, il est vraiment bien, et puis il serein dans la tête, il est joyeux. Et on a aussi pour la plaine, on a commencé Nicolas très, 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 très bien, Sony qui marche très très bien, Marco qui fait du jus depuis quelques jours là pour ces 2 étapes qui arrivent là, qui sont pas simples. Non, ça va. Il y a Matej qui est tombé, mais qui est là, qui va être présent pour aider. Donc, ce qu'il faut, on l'a vu, hein, ça va jouer dans la plaine, parce que dans la montagne, ça va jouer à la pédale entre les plus forts. Donc voilà. Bon, dès demain, ça se joue hein, avec l'étape de l'île de Ré quand même, parce que demain, ça sent l'étape piège quand même. Ouais, ça sent l'étape piège. On sait que c'est un point noir sur ce parcours. Il y a aussi l'étape d'après-demain qui est pas simple non plus, qui peut aussi révéler des pièges. Et après, il y a le Puy-Marie, il y a l'étape du Grand Colombier. Enfin, cette deuxième semaine, elle est piège. Ouais, tout le monde dit que ça va être une semaine de transition, mais je crois que c'est plutôt là que ça va commencer à vraiment écrémer dans le haut du tableau. On parle beaucoup de la 3e semaine, mais cette 2e semaine, on en parlera en fin de podcast pour une projection sur la 2e semaine à venir. Cette 2e semaine, elle est vraiment piège. Et de toute façon, le Tour de France, au début, en tout cas, c'est une course d'élimination, plus qu'une course où ça fait la différence par le haut. Ouais. C'est vraiment une course d'écrémage. Et c'est vrai que pour l'instant, du coup, en fait, et c'est là, je voudrais venir sur ça avec toi. Je voudrais venir à ça avec toi, Barnabé. C'est la forme des coureurs. Ouais. Tout le monde est cramé. Tout le monde, au bout de 9 jours, c'est quoi? Tout le monde est cramé. C'était déjà à bloc au bout de 2 jours. C'était très tendu la première journée. Un peu de moyenne montagne la 2e journée. Raconte-nous un peu l'état physique des coureurs au fur et à mesure. Je vais vous parler un peu de l'état d'esprit de ce que j'ai vu hier et avant-hier sur le bord de la route, parce que j'ai l'avantage de faire aussi des ravitaillements sur la course. Donc, je vois le peloton du bord de la route. Et j'ai vu hier des rictus de fatigue très marqués sur plus de la moitié du peloton, ça c'est clair. Avant-hier, sur les favoris, où il y a eu la bagarre, j'en ai vu quelques-uns qui piochaient terriblement. Je vois un Romain Bardet qui, sur la classe et sur ses qualités, il est là, il est encore présent, mais je le sens limite à la rupture. Guillaume Martin, il lui manque pas grand-chose pour basculer dans le bon coup hier. Je pense qu'il va être là. J'espère pour lui qu'il va pouvoir récupérer pour montrer que c'est quand même un super coureur. Après, je me méfie de Bernal, parce que Bernal, on a tendance à l'oublier un peu. Même au communiqué Radio Tour, maintenant, on dit groupe Roglic, mais on oublie que Bernal, il a... Donc, c'était le maillot jaune l'année dernière. Donc, et là, hier, il a montré des facilités. Donc, forme ascendante quand même, Egan Bernal. Ouais. Donc là, pour moi, hier, j'ai vu le visage de 2 gars qui m'ont paru vraiment faciles. C'était Mikel et Bernal. Les 2 autres étaient un petit peu en train de se regarder, un peu, mais ça passait tellement vite que. Attention, Barnabé, parce que moi, on disait ça juste avant que tu arrives, mais la course que fait Roglic par rapport à ta tactique, je pense qu'il va le payer, parce que Roglic, c'est pas un mec qui attaque tout le temps. Alors que si des Pogacar, des Landa se mettent à attaquer comme ils savent le faire, surtout en altitude avec des longs cols,
c'est pas donné pour Roglic, hein, attention. Ouais. Après, lui, il suffit qu'il fasse un gros coup d'accélérateur dans un final et il leur prend 30 secondes. Et là, c'est encore un coup de massue. Donc, c'est comme il a fait. Il a une capacité de jump qui est impressionnante quand même. C'est une machine. Oui, mais attention, Roglic, c'est une machine, mais il faut l'attaquer. Il faut l'attaquer plusieurs fois. Ouais, mais il a un Wout van Aert qui l'emmène sur un plateau. Et là, on a une machine d'enfer. Puis Moulin qui s'est directement dédié à sa cause. Donc, et d'ailleurs, de l'intérieur, dans le peloton et dans les équipes, on en dit quoi de Wout van Aert qui plante 2 étapes, qui gagne 2 étapes cette semaine et qui en montagne te fait un tempo de dingue aussi. Ah bah là, il est en train de faire ce que faisait Sagan il y a quelques années au niveau des étapes. Et puis, quand il se met à planche, comme il a fait dans le Porte-Balès, à planche pour emmener le paquet, il se met exactement dans le même état d'esprit qu'un cyclocross où il fait 50 minutes à bloc, quoi. Donc, derrière, ils sont pendus, quoi. Donc, quand j'entends les commentaires des mecs qui disent il n'y a pas de spectacle, c'est juste que c'est impossible d'attaquer quand tu as une machine comme ça à rouler qui se met à rouler. Donc, oui, puis il y a une facilité sur les sprints, c'est hallucinant quand même aussi. Hein. Oui. Ouais, d'ailleurs, bien replacé au classement du maillot vert, franchement, on l'a pas vu venir, mais Wout van Aert, il peut vraiment le remporter ce maillot vert cette année. Hein. Non, mais pour moi, s'il veut le gagner, il va le gagner. Hein. Wout van Aert, par rapport à Sagan qui monte, voilà. Une fois que ça va être établi que Roglic il va jouer le podium assurément, ou même la gagne assurément, c'est clair qu'il va pas se priver d'aller en gagner une ou deux encore. Et pourquoi pas les Champs-Élysées, hein, ça c'est sûr. Barnabé, merci d'être avec nous. On se rappelle, 20h15, on est en direct sur la page Facebook de Vélo Podcast. On se fait le débrief de la première semaine du Tour. On parlera aussi de cette deuxième semaine à venir. Barnabé, tu as combien de minutes là encore à nous accorder si tu vas rester avec nous pour la suite des débats? Vous finissez vers quelle heure? Tu sais, nous, on n'a jamais vraiment d'horaire. Hein. Tu nous dis combien de temps? T'as un quart d'heure encore avec nous? Ouais, je regarde le coucher de soleil sur le vieux port de La Rochelle en même temps. Bon, François-Pierre, on va en profiter pour enchaîner sur ce qu'on veut faire après. Bien sûr, on voulait faire le baromètre des favoris rapidement. Tu l'as fait un petit peu, Barnabé, avec nous. Prenons quand même une partie des premiers. Donc, on a parlé de Roglic tout à l'heure. On se fait le classement général. Ouais, voilà, Tadej Pogacar. Barnabé, t'en penses quoi, toi, si tu devais mettons une note entre 0 plus 5 ou même moins 1, comme tu veux. De 0 à plus 5, tu lui mettrais combien sur ta première semaine? Comme dans Pro Cycling Manager. Deuxième. À Pogacar? Ouais. 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Je lui mets un 4, je ne peux pas lui mettre 5 parce qu'il s'est fait piéger dans la bordure. Mais là, il a montré qu'il était vraiment fort de cette première semaine. François-Pierre? Vas-y, François-Pierre, honneur à toi. Bon, voilà. Bon, on est trop poli. Oui, moi, je suis comme Barnabé, je mets plus 4 parce qu'il s'est fait piéger aussi. Mais moi, ce qui me plaît avec Pogacar, c'est que c'est un attaquant. On sent qu'il ne calcule pas et ça fait plaisir à voir. Le seul regret pour lui aussi, c'est Fabio Aru. Qu'est-ce qu'on emmène un coureur comme ça sur le Tour de France? Ça me fait de la peine pour lui. Voilà, c'est tout. Ouais, Fabio Aru, moi, je l'ai vu passer à un quart d'heure dans le Porte-Balès. Ceux qui me connaissent savent que j'ai eu quelques années où on a fait de belles choses ensemble et ça faisait vraiment piquer de quoi. C'était très très triste et puis de savoir qu'il s'est fait lâcher au communiqué, c'était le premier lâché avec Wout Poels sur le plat. Ah, bien sûr. Ouais. On savait que les dos d'âne, les machins, les pavés, tout ça, ça allait être compliqué en début d'étape. Mais Fabio Aru sur le plat, quoi, c'est au secours. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, quoi. Il y a quelque chose qui est cassé. Ouais, mais mentalement, je crois que c'est mentalement Aru aujourd'hui. Ça peut être aussi mentalement. Pogacar, Mickaël qui nous dit en commentaire, après Pogacar, au moment de la bordure, il avait crevé. Il nous dit aussi Mickaël. Non, ouais, il me semble qu'il remonte dans le peloton, mais c'est vrai qu'il a crevé avant et du coup, il est à l'arrière quand ça lâche, en fait. Et du coup, quand l'élastique claque, du coup, il est mal placé. Pour ma part, Pogacar, c'est en plus 4 parce qu'en fait, il n'y a personne en plus 5 sur ce Tour de France pour l'instant. Même pas Roglic, parce que Roglic, trop calculateur. Si, il y en a un plus 5. Je mettrais un plus. Ok. Moi, je mettrais un plus 5. Mais, attends. Van Aert, ok, mais il y a un plus 5 qui va venir, je suis sûr certain. Pogacar, ouais.
plus 4 parce que pour moi, ça aurait été plus 3, mais ce qu'il a montré ce week-end, en fait, je me dis, ouais, 44 secondes sur Roglic, en fait, c'est pas si énorme que ça, quoi. C'est vraiment, c'est pas énorme, mais il peut rattraper hein, avec ce qui va Bien sûr. se passer derrière. François on va Pierre, passer à la suite. enchaîne. Après la Vuelta l'année on va dernière, qui a failli prendre la deuxième place à Valverde, là, c'était quand même extraordinaire. Hein. Oui, c'est la dernière étape Oui. de montagne, l'avant-dernier jour. Ouais. Où c'était du n'importe On quoi. passe Ensuite, Guillaume, on passe peut-être à Guillaume Martin. Guillaume Martin, troisième du général à 28 secondes de Primoz Roglic. Bon, plus 5. Hein. Plus 5, Bah oui, Guillaume plus Martin 5. dans mon cœur à jamais. Voilà. Allez, Guillaume moi, je vais Martin, mettre un il petit bluffe quand bémol. même, Je vais mettre un petit bémol parce que je le voyais en jaune hier, vous voyez. Donc, Ah bon? Oh là. j'aurais bien aimé qu'il bascule avec les gars et qu'il Moi puisse aussi. prendre le match hier au moins une journée, quoi. Ah ouais, Voilà. ouais, non, c'est. Moi aussi, je le voyais Après, maillot jaune Bernabé. Hein. Ouais. Cœur de Normand qui parle. Ah, forcément, Non, mais c'est Guillaume tout Martin, objectif. c'est plus 5 par rapport à tout, en fait, à l'histoire qu'il y a qu'a ce coureur, au fait que l'équipe autour de lui, c'est pas non plus la meilleure quand même, et loin de là. Ça me fait penser un peu à Pierre Gasly qui gagne hier C'est à vrai. Monza sur la Factory, quoi. Je trouve. Guillaume Martin. Un peu ce côté-là. Après, donc, pour moi, c'est plus 5. Guillaume. Oui, oui. En fait, on l'attend pas à ce niveau-là. On ne l'attend pas. Alors certes, il nous a montré quelques beaux espoirs sur le Dauphiné, mais on l'attend pas. Troisième du tour après une semaine à 28 secondes de Roglic. Oui, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas basculé avec les meilleurs en haut de Marie-Blanc. Il manquait rien du tout. On a vu Bardet faire le jump dans le dernier kilomètre pour aller chercher les meilleurs. C'est dommage que Martin n'ait pas fait ce jump aussi. Il était avec Quintana. D'ailleurs, petite transition. On passe à Nairo Quintana dans les favoris. Qu'est-ce qu'on pense de lui pour l'instant sur cette première semaine du Tour de France, Barnabé? C'est l'épouvantail. Il est tapis dans l'ombre, il est là. Hein. On ne sait pas de quoi il est capable. Donc Mais bon, pareil, son équipe, il est tout seul. Hein, parce que malheureusement, on voit que Warren Barguil, c'est plus le Warren d'il y a quelques années déjà. Hein. Il est un peu en. Il est un peu en physique, perte de. Tu crois, toi? Pardon? Barnabé, tu penses que c'est physique, Warren Barguil, ou tu penses que c'est plus aussi comme un peu. Bah, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est le physique qui parle, et il a plus le physique d'avant, quoi. C'est tout. Ouais, je sais pas s'il est en manque de forme, je sais pas, ou la situation de cette saison un peu particulière, mais je le vois pas fringant comme il était avant, quoi. Donc là, je pensais qu'il allait pouvoir aider plus Quintana, et ben en fait, il est absent très rapidement dès que ça commence à bagarrer, quoi. On l'a vu déjà, même, je crois que je sais plus si c'est l'étape du Col d'Èze où il était rapidement en queue de paquet, quoi. C'est étonnant. Quoi. Guillaume? Ouais, est-ce qu'il s'est pas enfermé dans ce rôle d'équipier pour Quintana ou en regardant l'étape de dimanche, c'est vrai que je sais plus un moment j'ai entendu un truc où il a été dit que c'est Quintana qui demande à ce que Barguil soit à ses côtés et n'aille pas dans les échappées, ne tente pas trop sa chance. C'est vrai que Barguil c'est un attaquant né, donc voilà, aussi le fait de s'enfermer, il se dit bon allez, troisième semaine je vais être avec Quintana, je vais jouer quoi, voilà. Bien sûr. Non, Ouais, c'est clair. peut-être. On passe à la suite, Guillaume? Allez, François-Pierre, on passe à quel coureur maintenant? On a parlé de Roglic, on a parlé de Bernal, Rigoberto Urán, ouais, on nous en a parlé aussi en commentaire là. On nous en a parlé alors que Barnabé, tu as un certain Jean-Marc qui te salue en commentaire. Voilà, on en profite pour saluer ceux qui nous saluent en commentaire aussi. Ouais, Rigoberto Urán, tiens, moi je lui donne un petit plus 3 parce qu'en fait, on l'a pas vu, mais il est là. C'est Urán, quoi. Ouais. Urán, c'est un peu comme Mollema, ce genre de coureurs, ils vont perdre un peu de temps plus tard. Enfin, tu vois, j'arrive plus trop à y croire à ce genre de coureurs, tu vois. Urán, il a fait une belle perte, je crois qu'il fait deuxième sur le tour, hein. Il y a 3. Oui, quand Bardet fait troisième. Exactement. Et donc, j'ai l'impression qu'Urán, il lui arrive toujours quelque chose. C'est comme un peu Richie Porte, tu sais, quand il tombait dans sa meilleure période de sa carrière. Enfin, c'est des coureurs malchanceux et Urán, j'arrive pas trop à m'enflammer, quoi. Même si c'est un beau coureur à voir, d'ailleurs. Toujours, il a ce jump et ça fait vraiment plaisir. Barnabé, t'en penses quoi, toi, de Urán? Ouais, il est en doute par rapport à ce qu'il a pu démontrer. Pour l'instant, je suis pas. Je l'ai un peu oublié, quoi.
Mais en fait, je crois que tout le Il est monde l'a là, oublié, Oran. C'est un truc de Il est dingue. toujours là, Oran. Hein. Il est toujours là, Oran aussi, parce qu'il est très bien placé. Ouais, mais tout le monde l'a oublié. C'est un truc de dingue. Il est là, il est Ouais. 6e à 32 secondes de Roglic, mais on l'a pas vu. Je pense que de ce qu'on a vu hier, les 4 qui sont devant, je ne vais pas dire que c'est les 4 fantastiques, c'est la formule un peu facile, mais je pense que là, tu as peur qu'il va se bagarrer, quoi. Je suis d'accord avec toi, Barnabé. Pour moi, les 4 qui étaient en haut, en tête de Marie Blanc, ça va être les 4 qui vont jouer la victoire sur ce Tour de France. Je suis d'accord avec toi. On va passer François-Pierre. On va passer à qui? On a eu Oran, on a eu Miguel Angel Quintana. Lopez, peut-être. Ben, j'allais te dire la même. 9e du général à 1 minute 15. Superman Lopez de la Astana. On en dit quoi sur Superman Lopez qui s'est pris un panneau la première journée? Qu'il a mal couru. Il a mal couru. Il n'a pas mis les points auprès du peloton ce jour-là. Je pense qu'ils ont fait une erreur. Là. Stratégiquement, il n'aurait pas fallu ça. Et puis, quel intérêt de rouler? C'était hyper dangereux. Tu le voyais très facilement, même de l'extérieur. Enfin, tu voyais que c'était très dangereux à rouler là-bas. Et c'est dommage parce que j'ai l'impression, enfin, j'espère me tromper pour lui, mais j'ai l'impression que Miguel Angel, il a passé sa chance, quoi. C'est un très bon coureur, c'est un excellent coureur, mais j'ai l'impression qu'il a passé sa chance pour avoir des très très grands résultats. Je pense qu'il était capable de faire beaucoup mieux que ce qu'il a pu montrer jusqu'à maintenant, quoi. Alors attention, 26 ans, premier Tour de France, voilà, il a que 26 ans aussi. Oui, je sais bien, mais regarde, un Pogacar, il a 22 ans. Quoi. Bien sûr. Non, mais alors ça, on a eu ce débat il y a quelques semaines, Barnabé, on se disait, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les Pogacar, Bernal arriver à 20 piges, Evenepoel, on a vu Quinn Simons aussi sur le Grand Prix de Pouet notamment, on voit tous ces jeunes arriver, et finalement, on oublie que même un gars de 26 ans, il reste jeune au final dans le peloton, même si on voit des gars performer à 20 ans, 21 ans. 26 ans, c'est très jeune. La maturité n'arrive pas tout de suite non plus pour tout le monde. Non, mais ça va très très vite. Ouais, bon. Lopez pour moi, c'est un plus 1. Allez, plus 1. Ouais, moi je suis à plus 1 aussi. Les problèmes de Lopez, c'est comme disait Barnabé, je pense que c'est un coureur qui a un magnifique potentiel et ça fait des années qu'on le dit en fait. J'ai l'impression, comme dit Barnabé, que on le voit pas, on le voit peut-être trop, tu vois, par rapport à ce qu'il a montré sur le Giro, par rapport à toutes ces choses-là. Mais moi j'aimais bien que ce coureur aussi, enfin j'aime toujours bien ce coureur, c'est que quand il est au meilleur de sa forme, il fait partie de la catégorie des coureurs qui te font péter une course, quoi. Ils peuvent prendre 1 minute 30 en fait. Et ça fait plaisir à voir et t'as envie de les voir courir. C'est extraordinaire, c'est quelque chose. Messieurs, on va passer très rapidement sur les autres favoris outsiders de ce Tour de France. Très rapidement, je vais vous donner un défi en une phrase. Vous me donnez la note et vous me donnez une phrase, un avis sur tel coureur. Okay. Attention. Barnabé puis François-Pierre. Richie Porte. Mon silence veut dire Richie Porte. En une phrase. C'est une phrase. L'éternel espoir qu'on attend et qu'on ne verra jamais, malheureusement. Donc, je mets 0. 0. François-Pierre? Moi, je mets plus 1, mais parce que juste, il est pas encore vraiment tombé, les grosses chutes qu'il peut faire et qu'il abandonne, mais ça va lui arriver. Bon, ok. Je partage un peu votre avis. On va passer, c'est 0 plus 1, et en fait, il est invisible. Il est 11e du général à 1,53. On va passer, je vais faire un lot. Enric Mas, Alejandro Valverde de la Movistar. Barnabé. 0. Je ne comprends pas cette équipe cette année qui n'arrive pas à sortir de résultats. Ouais. On voit Valverde qui n'est plus Valverde. Transparent. Valverde. Non. 0 pour moi aussi. Hein. Les deux pas au niveau et Valverde, je pense que la retraite est venue pour lui quand même, à un moment donné. Ouais. Bon, et puis Enric Mas, grosse déception, 12e du général à 2,02 de Roglic. Pour moi, c'est même moins 1, et même moins 2 pour la Movistar parce qu'ils sont invisibles. Et franchement, pour une équipe comme la Movistar, c'est
C'est incompréhensible. On va passer sur Emmanuel Bourman qu'on attendait sur ce Tour de France. Il est 18e à 5,45. Emmanuel Bourman, Barnabé, t'en penses quoi? Eh ben, il faut pas oublier qu'il sort de blessure, donc il démarrait le tour avec un potentiel négatif. Bon, je pense qu'on va peut-être le voir en 3e semaine. Allez, on met un point pour l'espoir. Combien? Plus 1 pour l'espoir. Ok, plus 1. François Pierre, vas-y. Ouais, mais je suis d'accord, physiquement, il est peut-être pas prêt. Moi, je mets 0 parce que je m'attendais à rien, il a rien fait. Donc voilà. Ok, allez. François Pierre, oui, pour moi, Bourman, c'est un -2 parce que en fait, 4e du tour l'année dernière, quand même s'il a chuté. Quand on fait 4e du tour, on peut l'attendre bien plus haut que cette 18e place. On termine, messieurs, avec Pierre Rolland, 21e du général à un quart d'heure maintenant. Mais bon, voilà, c'est Pierre Rolland. Pierre Rolland, qu'est-ce qu'on pense de sa première semaine quand même, Barnabé? Pierre Rolland, il nous a fait quelques petits boomerangs. Donc je sais pas. Je sais pas. S'il arrive à choper une échappée, il peut jouer une étape. Mais pour le général, il faut oublier quoi. C'est pour le général. S'il faut mettre une note pour le général, c'est 0. Et après, pour une étape, suivant les circonstances, allez, 1 ou 2 quoi. Ok. François Pierre. Pierre Rolland, il a dit dans une interview que la Jumbo lui a fait comprendre qu'il était trop près au général pour qu'il puisse partir en échappée. Donc du coup, il s'est un peu reculé au niveau du classement général en se faisant lâcher. Rolland, il m'a l'air un peu affûté quand même, et le voir claquer une étape, je ne serais pas surpris. Voilà. Ouais. Moi, je conclurai cet avis sur Pierre Rolland en disant qu'au final, il m'a quand même surpris positivement sur cette première semaine, qu'il était souvent présent avec les meilleurs et que, ouais, au final, sur l'étape de dimanche, il se laisse décrocher, mais il perd pas de place au général. Il est resté 21e en fait. Il est maintenant à un quart d'heure. Ouais, on peut le voir. Je pense qu'on peut le voir claquer une étape en 3e semaine, ou peut-être même dès le Puy-Marie cette semaine. Quelque chose, cette équipe là, elle montre de belles choses parce qu'ils ont un Quentin Paché qui montre une belle forme. Donc, si Brian Cocker, s'échappent pas tous mal les aussi. deux, pourquoi pas. Ouais. Ouais, Brian, il peut faire un résultat sur un sprint. Ouais, non, ils se sont bien montrés. Ouais. C'est vrai. Barnabé, Merci on te beaucoup, remercie Barnabé. beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà. Moi, je vais les manger. Bon appétit. Bonne soirée Allez, à McLaren. Bonne soirée à toi, Barnabé, et à bientôt. On te laisse te déconnecter. À bientôt. Ciao. Bon, Guillaume, on passe à la suite pour finir ce podcast. Allez, on va enchaîner. Avec l'émotion. Voilà, avec Valentin qui nous a raconté un peu ce qui se passait, journaliste au Dauphiné, Barnabé qui vient nous raconter ce qui se passait chez Bahrain McLaren et surtout la vie qu'il avait vue de la route, puisque c'est assez rare pour le souligner. Et puis maintenant, on passe à la perte de la semaine, j'imagine, Guillaume. Quelle est la perf de la semaine pour toi, François-Pierre? Dis-moi, tu m'as déjà dit avant en privé, mais tu vas nous... Allez, vas-y. C'est vrai. Non, moi, c'est quand même Nance Peters, parce que c'est un coureur qui est un chasseur d'étapes, qui le sait, je pense. C'est un mec qui fera jamais le général. Je vois par rapport au profil qu'il a, c'est pas un mec fin, c'est pas... Voilà, mais quand il sort dans une échappée, il gagne souvent, la preuve. Première échappée dans le Tour de France, même son premier Tour de France, il gagne, et pas contre des peintres, parce que Zakharine, on peut dire tout ce qu'on veut, même si lui, il parlait d'un mauvais descendeur, effectivement, que Zakharine était nul en descente, comme une chèvre, il a dit, je crois. Descendait comme une chèvre, exactement, voilà. Ce qui est vrai d'ailleurs, mais bon, on peut comprendre vu les circonstances. On rappelle que Zakharine était tombé, c'était sur la... Guillaume, tu vas m'aider sur la... Zakharine ? Oui, non, sur le Giro dans la descente. Le Giro. Tout à fait, bravo. Et dans cette descente, en haut de la descente, Nibali avait poussé à la faute un Kruijswijk en rose. Vas-y. Voilà. Et du coup, pour moi, Nance Peters, il gagne très très bien. Je parlais tout à l'heure de la science de la course par rapport à Pinot. Là, c'est totalement ça. Il sait qu'il est moins fort en montagne. Il a dit, voilà, il a serré les dents. Et après, en descente, il a tenté le coup. Et ça a marché. Pour moi, c'est la perte de la semaine, vu le niveau qu'affiche Nance Peters et vu ce qu'il avait dans l'échappée. Donc voilà, vraiment, il m'a fait vibrer, même si c'était un jour tragique pour le cyclisme français avec Thibaut Pinot qui perdait toutes ses chances dans le maillot jaune. Mais moi, Peters, vraiment, c'est un coureur à suivre comme chasseur d'étapes et ça fait plaisir parce que j'ai l'impression qu'il sait lui-même que c'est un chasseur d'étapes et il fait tout pour ça et ça fait vraiment du bien les gens qui savent ce qu'ils savent faire, entre guillemets, et ils font ça. Voilà.
Et toi, Ouais, Guillaume puis ça fait plaisir. Hein. Premier Giro, il gagne une étape. Premier Tour de France, il gagne une étape. Et puis une échappée sur ce tour, une victoire. C'est quand même pas mal. D'ailleurs, François Pierre, en un mot, Mickaël qui nous demande est-ce qu'on peut mettre une note à Zacharine en descente Moins 10. Moins 10 à la, pour Emir Zacharine. à la Non, mais PCM, on en après, est à moins 10 Zacharine. au-delà de ça, les cyclistes restent des humains et ça ne me choque pas que ce coureur-là ne s'en remette jamais parce que c'est quand même une très Exactement. grave chute. Donc, moi, j'attends de voir même Evenepoel qui va revenir sur un vélo pour les descentes parce que quand tu as un choc comme ça, c'est presque du. Enfin, j'ai exagéré, mais presque c'est un traumatisme quand même. On est sur quelque chose de très grave. Ça peut être pire quand il tombe. Donc, Zacharine qui soit nul en descente, ça me choque pas du tout. Après, c'est un coureur qui a raté une super carrière, je pense, à cause de ça en partie. Mais voilà, c'est tout. Et puis, il attendra d'attaquer sur une étape où ça finit en altitude. Comme ça. C'est sûr. C'est sûr. Et bon, toi, pour ma part, la paire de la semaine, en fait, c'est un homme, c'est Wout van Aert qui plante. C'est plutôt un homme de la semaine. Wout van Aert qui gagne 2 étapes au sprint dans des conditions particulières où en fait c'est des sprints vraiment pour des costauds. Il faut aller être vraiment présent dans le final. C'est pas de sprint massif avec tout le monde. Avec tous les sprinteurs. Les sprinteurs ont été lâchés avant, mais en fait, il faut être là à la pédale pour être là dans le final. Et Wout van Aert, un gainage impressionnant au moment de lancer le sprint. On voit que, on voit que le corps ne bouge pas. En fait, c'est un truc de dingue. Le corps ne bouge pas au moment où il lance le sprint, au moment où il développe la pleine puissance. Wout van Aert, il a cette capacité d'être bon partout, mais d'être excellent dans certains domaines. Et on sent que voilà, c'est un cyclocrossman. Il me fait penser en fait à ce qu'on imaginait de Van Der Poel en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Même si Van Der Poel ne faisait pas ça de Tour de France, je parle des Strade Bianche notamment. Van Aert, il a fait la grosse perte et on sentait qu'il était fort, comme sur Milan-San Remo. Voilà, moi je trouve que c'est un coureur qui est d'une puissance incroyable. Je sais pas quelles sont ses limites. Je suis curieux de le voir sur Paris-Roubaix aussi. Mais voilà, ça va être vraiment l'attraction. Je pense dans les prochaines années, Wout van Aert, c'est quelque chose qui va être à suivre. Parce que à son niveau, à part un Van Der Poel en forme, je vois pas trop qui peut le concurrencer sur les Flandriennes d'une part et même sur des sprints maintenant. Donc tu vois, chasseur de classiques, j'en parlais juste avant. On en parlait avant, c'était je crois Mohamed, un auditeur qui disait qu'il voyait bien Pinot sur les classiques ardennaises. Quand je vois le niveau d'un Van Aert, même en montagne, Pinot, ça va être un peu plus compliqué pour lui quand même. Donc vraiment, Van Aert, c'est très 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 fort, ça fait plaisir à voir. Il y a eu d'autres perfs pendant la semaine, mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas tout dire. Mais brièvement, Guillaume, Alaphilippe, ça reste une perf quand même par rapport à l'attente qu'il avait sur lui. Même si on n'en parle pas, c'est quand même une belle perf. Bien sûr. Et on a un commentaire, on a un certain Gauthier qui nous dit Zacharine descend aussi bien que FP. Voilà. Ah, c'est possible aussi. Ah non, mais il faut avouer que moi en descente, je ne suis pas hyper serein non plus. Mais après, j'ai moins de poids, c'est que certains. Donc forcément, ça descend mieux pour certains que pour d'autres. Mais voilà. Mais non, c'est vrai, évidemment. Que je pense que Zacharine me battrait en descente, évidemment. Mais je ne suis pas professionnel, moi, pour l'instant. C'est sûr. Bon, allez, on passe allez, on en a parlé de la perf. Donc pour toi, c'est Nance Peters. Et pour moi, c'est donc voilà. Wout van Aert. Voilà. On passe à la suite avec le débat. On va parler, en quelques minutes, là, pour terminer ce podcast, des différentes batailles pour les maillots. Maillot vert, on va commencer. On va commencer par le maillot vert, avec en ce moment, maillot vert, Peter Sagan, 138 points, devant Sam Bennett, 131 points, et Wout van Aert, 3e du classement, avec 111 points. Brian Cocard est 4e, Matteo Trentin, 5e, Julien Alaphilippe est 7e. Voilà, je tiens à le dire. Ouais, c'est vrai que tu avais vu Julien Alaphilippe vainqueur du maillot vert à la fin de ce tour. Non, pour revenir là-dessus, c'est que je suis persuadé que un coureur comme Wout van Aert, s'il s'y met à fond, il a le maillot vert cette année, c'est sûr. Parce que franchement, tu vois, il n'a que 27 points de retard sur Sagan là actuellement. Alors Sagan n'a pas eu de chance sur certains sprints. Il faut savoir que sur le sprint où la Bora à l'avant justement a fait exploser le peloton et avait relégué Bennett assez loin, Sagan déchausse. Il prend en plus Hugo Hofstetter dans la gueule un petit peu sur le sprint. Donc effectivement, sa 13e place de ce jour-là, c'est pas vraiment révélateur, je pense, du niveau. Mais c'est bien que tu en parles de cette étape-là. C'est très bien que tu en parles, François-Pierre, parce que justement, pourquoi? Parce que c'est la Bora qui crée la bordure dès le début d'étape à la sortie de Millau. Et pourquoi il crée la bordure, la Bora? Pour distancer les rivaux de Sagan pour le maillot vert. Donc attention, on sait que Sagan est capable de s'échapper en montagne pour faire les points au sprint intermédiaire. Attention à Peter Sagan. Pour toi, qui va gagner ce classement du maillot vert?
pour moi, ça se jouera quand même entre Sagan et Van Aert, Bennett aussi. Mais Sagan, tu as raison, il va prendre les points de la montagne s'il se sent en danger parce que Van Aert, il aura sa carte dans les sprints en fait aujourd'hui. Alors que Van Aert, si Sagan s'en va en montagne, je ne suis pas certain que Wout van Aert va devoir aller le chercher dans l'échappée parce qu'il y aura un travail à faire pour le maillot jaune. Le maillot jaune passera toujours au-dessus pour la Jumbo, ce qui est logique. Donc, Van Aert, je pense qu'il l'aura si les faits de course sont en sa faveur. Donc, un Sagan qui part pas tout le temps en échappée. Et si, voilà, il remporte encore une étape dans cette semaine ou à la fin sur les champs notamment. Ça peut être un maillot vert qui se joue à quelques points quand même. Parce que si Sagan ne gagne pas, ça va être très serré. À quelques points. Très serré. Ça va être très serré parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions pour les sprinteurs aussi, il faut l'avouer. Ouais. Et à noter que le 4e sprinter du maillot vert, dans le classement du maillot vert, c'est Brian Cocard, qui, je trouve, fait des belles performances. Cocard, je pense que c'est pareil, on parlait de ça de Miguel Angel Lopez, le Colombien. Il a passé sa chance, je crois, Cocard, pour être un sprinter qui gagne. Je pense qu'il pourra en claquer une un jour. J'espère pour lui. C'est pas l'étoffe des grands sprinters d'une autre, qu'on a connu, Jean-Patrick Nazon, Jimmy Casper, qui avait une grosse pointe de vitesse et qui pouvait faire quelque chose. Après, je pense que ces coureurs aujourd'hui ne courraient plus parce que vu le profil de certaines étapes, ils ne passaient pas le premier col. Mais voilà. Exactement. C'était les profils à la Kirsipu un peu à l'époque. Mais moi, Jean-Patrick Nazon, j'ai toujours quelque chose quand même. C'est un mec qui. On voyait le maillot de Zère, on se disait, il peut la faire, il peut le faire. Exactement. Bon, allez, ton favori pour le maillot vert, François-Pierre, tu m'as dit? Après, j'ai envie de te dire Sagan, mais évidemment, mais c'est le cœur qui parle. Mais Van Aert, c'est possible encore une fois. Toi, c'est quoi, du coup? Je dirais Sam Bennett. Mais en fait, le problème de Sam Bennett, c'est qu'il s'échappera pas en montagne pour aller gagner des points au sprint intermédiaire en 3e semaine. Et en fait, ça va jouer entre Sagan et Van Aert. Eh oui, bien sûr. Non. Ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud. Bien sûr. Bon, on passe au classement pour le maillot à pois, où actuellement, c'est Benoît Cosnefroy qui est en tête de ce classement du meilleur grimpeur avec 36 points. 2e, Nance Peters, 31 points. 3e, Marc Hirschi après son raid énorme dimanche dans les Pyrénées, 26 points pour Marc Hirschi, 3e. Zacharine, 4e, 25 points. 5e, Tom Skynes, 24 points. 6e, Quentin Paché, 20 points. C'est très serré. Et Primoz Roglic 7e avec 18 points. Primoz Roglic qui a 18 points de retard seulement sur Benoît Cosnefroy, avec, on le sait, tous ses cols dans la 3e semaine. Ouais, on en parlait avec Valentin au début de l'émission. Ça va être compliqué, je pense, pour Cosnefroy de le garder déjà d'une part. Et puis, je vois un grimpeur, ça va être soit un leader qui va choper tous les points dans les cols, soit dans les gros cols, parce que voilà, il remportera les étapes, ou alors parce qu'il sera passé devant. Si c'est un coureur échappé, moi je mets un mec du style de Zacharine justement, parce que lui il grimpe très bien, donc il peut tenir longtemps. Marc Hirschi m'a fait une grosse impression hier. Marc Hirschi, je trouve quand même qu'il faudrait qu'il perde un peu de poids s'il veut vraiment être bon en grimpette. Mais Marc Hirschi, je pense que c'est l'avenir de la course, la course classique ardennaise, par exemple. Parce que Marc Hirschi, vu la puissance qu'il développe hier, c'est un mec qui peut partir quand il veut. Donc Evenepoel Hirschi, moi je veux pas être derrière eux, si ça roule un jour à deux, tu vois. Donc non, ça va être serré. Je ne crois pas que le gagnant du maillot à pois fait partie des 4 premiers actuellement. Donc, tu disais Nance Peters, Cosnefroy, Hirschi ou Zacharine. Pour moi, ça va être un gros quand même. Pour toi, ça va être un favori? Ouais, je ne sais pas qui, mais ça va être un favori, je pense. Ça va être un favori. Je pense aussi que ça va être un favori. Peut-être tu as des Pogacar qui sera obligé d'attaquer pour aller gagner ce Tour de France. Pogacar, des mecs comme ça. Même Landa, au final, on parle de Michael Landa, mais il attaquera aussi forcément s'il se sent bien. Ça peut être un coureur qui marche comme ça et qui, au final, prend le maillot à pois, quoi. Toi, tu vois qui plutôt? Je t'ai dit Pogacar. Non, ouais. Après, Marc Hirschi, il a quand même montré de belles qualités pour aller chercher les points. Aller chercher les points. C'est 3 semaines. Là, c'est une première Bien semaine. Sûr. Donc, c'est pas pareil pour lui. Il va découvrir un peu ça. C'est possible qu'il y arrive, mais je le trouve un peu lourd, peut-être encore. Mais voilà. C'est sûr. Tiens. Hop. Dis-moi. Je fais un truc, excuse-moi. On est en direct. On est en direct, et pour tout avouer, c'est qu'on a un auditeur qui appelle, je crois. C'est ça. Franchement, si on vous avait dit ça au début du podcast, quand on a lancé le podcast au mois de janvier, on a un auditeur qui nous appelle. Franchement, on l'aurait pas cru. Est-ce qu'on l'a au téléphone sur tout à l'heure? Alors attends, tu sais quoi? Faut que je fasse une manip. Faut que je le branche. Fais la manip. Bon, en attendant, j'ai quand même. Ah non, c'est lui qui a coupé le son en fait. Bon, voilà, c'est pour ça. Si tu nous écoutes, faut remettre le son. Tu m'entends là? Denis, bonjour. Tu es en direct sur le Facebook de Vélo Podcast. On débriefe la première semaine du Tour de France. Il est 20h42. On est déjà là depuis 1 heure. Plus d'1 heure. Ouais, salut à tous.
Comment tu vas? Ouais, mais je rentre du coup de Marie-Blanc, où j'étais hier. Ouais. Donc, j'étais à 200 mètres du sommet et j'ai été très, très impressionné par les deux Slovènes. Mikel Landa, qui ne fait pas de bruit, qui était bien aussi. Ouais, on en a parlé tout à l'heure, ouais, parmi les favoris. J'ai trouvé Egan Bernal un peu plus en dedans par rapport aux trois autres. Au sommet de la côte, après, ça reste du faciès et s'arracher pour aller chercher les bonils. Donc, c'est un peu compliqué de sortir des conclusions. Mais j'ai trouvé Bernal en dedans par rapport aux trois autres. Toi, si tu avais un favori là pour le tour, voilà. Qui, le favori. Si j'avais un favori, ce serait Tadej Pogacar. Bah, par rapport à son attaque, tout ça. Grosse cote, hein. Et puis même par rapport, je trouve que par rapport à Roglic, en fait, je sais pas, le fait que ce soit la même nationalité, j'ai l'impression que Roglic, il a du mal à gérer, j'ai l'impression. J'arrive pas à l'expliquer, mais il ne sait pas ce qu'il va faire. Je vais aller dans ton sens, Denis. Je vais aller dans ton sens, Denis, parce qu'en fait, quand tu vois le sprint hier, lors de l'arrivée à la Reims, tu sens que Roglic attend de voir ce que fait Pogacar. Et il y a un peu le grand frère et le petit frère. J'ai l'impression que Roglic joue un peu le rôle de grand frère pour Pogacar et essaye de le replacer le plus possible pour qu'il soit près de lui au général. Exactement. Et si tu regardes le sprint, si tu le regardes bien, j'ai l'impression que Roglic, il reste dans la roue de Hirschi et il se dit qu'en fait, il laisse la victoire à Hirschi. Mais j'ai vraiment cette impression-là sur le sprint. Hein. Ouais. Aussi, il y a un complot slovène là autour de France, les gars. Je pense qu'il y a un duo slovène que Roglic, c'est pas explicite, mais je pense que Roglic veut emmener Pogacar avec lui sur le podium. Alors ça, c'est possible, mais moi, si j'étais lui, je me méfierais parce que Pogacar, il est très, très costaud. C'est lui qui a gagné le championnat national de contre-la-montre en Slovénie, il ne faut pas l'oublier. Exactement, devant Roglic. Tout à fait d'accord. Attention, hein. Il joue un petit peu avec le feu, Roglic. Et puis, je trouve que même, en général, la Jumbo joue avec le feu d'avoir laissé Dumoulin, en fait, prendre un tir, quoi. Parce que ça, c'est une erreur. Denis, je suis entièrement d'accord avec toi sur Tom Dumoulin. S'il perd trop de temps, ça va être compliqué pour lui de revenir parce que Dumoulin, quand ça monte très fort, très vite, il n'est pas capable. Lui, ça va être un rythme régulier. Et donc, dans les attaques, ça va être compliqué. Comme il en fait rouler, il est plus capable après de suivre, quoi. Donc, moi, je suis un petit peu surpris par la tactique des Jumbo. Après, bon. Dumoulin qui est actuellement 14e à 3,22 de Roglic. Vas-y. Je vais penser à quelque chose pour tous les deux. Une question comme ça, mais déçu ou pas de Sepkus? Il était en roue libre sur le Marie-Blanc quand on l'a vu. Ouais. Il est déçu, non. Après, il faut pas oublier quand même que même si ce mec-là, on sait qu'en montagne il est excellent, il faut pas oublier que ces mecs-là, ils sont quasiment devant tous les jours. Enfin, peut-être pas sur les étapes de plaine, mais bon, ces mecs-là, ils ont quand même roulé sur la bordure, ils roulent sur Orsières, ils roulent. Au final, même s'ils ne roulent pas en tête de peloton, ils sont quand même 3e ou 4e. Les mecs, c'est dur. Ouais. Pour moi, Sepkus, il m'a pas, juste en quelques mots, Sepkus, il m'a pas déçu. Parce qu'en fait, quand il y a une bataille entre les leaders, personne n'a d'équipier. Et le dernier équipier à lâcher, finalement, c'est soit Sepkus, soit Tom Dumoulin. C'est ça. Oui, dans Péro Sword, il y avait Tom Dumoulin très loin avec Primoz Roglic. C'est vrai, tout à fait. On passe à la suite, Guillaume, avec le maillot blanc, le maillot de meilleur jeune. Clairement, on a fait maillot vert, maillot à pois, on fait le maillot blanc. Voilà. Bon, de toute façon, mais François-Pierre, vas-y. Il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux de maillot blanc possible, je pense. Je fais le point sur le classement. Je l'ai sous les yeux, si tu veux. Vas-y, François-Pierre. Premier. Deuxième, Tadej Pogacar à 23 secondes. Et troisième, c'est Henrik Mas à 1,41. Mais Henrik Mas, bon, qui y croit encore. Iguita, quatrième à 5,47. Et le cinquième, il est déjà à 40 minutes. C'est Harold Terrada de l'Astana. De toute façon, clairement, ça se jouera pas comme le général. Dans tous les cas, pour ce maillot blanc, est-ce qu'il y a vraiment d'intérêt derrière? C'est à celui qui sera mieux placé au général, de toute façon. Est-ce qu'à un moment, on peut avoir un marquage entre Bernal et Pogacar pour le maillot blanc? Moi, j'y crois pas. Non. Du moment où il joue la victoire dans le Tour de France. T'en penses quoi, Denis, toi, de ce maillot blanc? Le maillot blanc, il s'en fiche, le maillot blanc, les deux. Je pense que c'est vraiment le général qui souhaite. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est qu'un jour, si la Movistar en a les moyens, d'envoyer peut-être Valverde et Mas un jour devant parce que les Jumbo, Roglic, je ne suis pas persuadé qu'il va rouler sur Mas. Par contre, Bernal et Pogacar, eux, ils vont peut-être devoir rouler sur Mas.
Et, Bah, tout le monde est masque, il est trop près, Denis. Il a 1,41. Tu fais pas. Là, Jumbo laisse pas partir. Je pense qu'il va, sur les prochaines étapes, peut-être à Puy-et-Marie, il va perdre du temps, je pense, Mas. Mais dans les il Alpes. sera peut-être à 5 minutes à un moment, dans les Alpes. Ouais, il sera peut-être à 4-5 minutes. Et s'ils partent, les Movistar, ils ont. Bon, c'est le collectif sur le papier est bon, mais depuis le début du tour, on voit que c'est faible quand même. Mais on ne sait jamais. Hein. Après, contre la montre, logiquement, Mas, ça devrait être court quand même. Ouais. Surtout que Bernal et Pogacar sont pas mal en contre-la-montre. Oui, surtout. Bon, oui. favori, allez, en un mot, favori pour le maillot blanc pour vous. Denis, vas-y. Pogacar. Pareil. Pierre pour moi, Pogacar. Et pour moi aussi. Allez, moi j'avais dit Bernal au début du tour, avant le Tour de France. Mais là, à la fin de la première semaine, je dis Pogacar vu ce qu'il a montré ce week-end. Quand même. Mais là, Pogacar, vraiment. Ouais. Tu restes avec nous, Denis. On va finir le podcast. On va finir le podcast. Oui, dis-moi, Guillaume. On rappelle, François-Pierre, on est en direct, débrief de la première semaine du Tour de France. On est dans les dernières minutes là, de ce podcast. Ça fait maintenant, je peux le dire, 1h15 qu'on est ensemble. Voilà. On a eu pas mal de réactions sur Facebook. Quentin, Michael, Bruno, Vincent Renaud, Pierre qui nous a répondu aussi. On a eu Jean-Marc. Voilà, merci beaucoup. Gauthier aussi qui était là. Merci beaucoup. D'avoir réagi pendant ce podcast. Denis, c'est un auditeur, il a voulu intervenir, il nous a envoyé un message et on l'a fait venir dans Vélo Podcast. C'est comme ça que ça se passe, on est ensemble, 20h50. On va passer, François-Pierre, pour la dernière partie de ce podcast sur la projection sur la deuxième semaine de course. Allez, en quelques mots, demain, Île d'Oléron, Île de Ré. C'est ma région, je connais très bien. Début à l'île d'Oléron, on va passer à côté du zoo de la Palmyre, on va faire Royan, Rochefort, Châtelaillon, La Rochelle, on va passer sur l'île de Ré. En fait, on va partir de l'île d'Oléron, passer sur l'océan Atlantique pour aller du côté de La Rochelle, Royan, La Rochelle, et on va remonter et repasser sur l'océan, passer le pont de l'île de Ré. Après avoir fait le pont de l'île d'Oléron, on va passer sur le pont de l'île de Ré pour arriver à Saint-Martin-de-Ré. C'est une étape qui va être en prise en permanence au vent. Attention aux bordures. Ouais, ça va être compliqué pour eux. Après, je me dis qu'il y a l'étape de Lavore qui a dû laisser des traces, qui a dû marquer des coureurs. Donc, je pense que dès le début, ils vont bien se placer. Je pense, ça doit être un peu c'est un peu comme. De toute façon, cette étape, elle est marquée au fer rouge pour tous les coureurs. À l'époque, on avait dit à Pinot presque, cette étape-là, t'as intérêt à te ranger devant, quoi, c'est tout. Mais attention, Lavore, c'était vallonné au début. Lavore, c'était vallonné au début. Là, je peux te dire qu'il n'y a que des ponts d'autoroute. Il n'y a que des ponts. Il n'y a que de ça pour grimper. C'est tout plat. En fait, c'est ça. C'est qu'il va falloir un fait de course pour, je pense, débloquer la situation. Est-ce que ce sera une chute? Est-ce que ce sera autre chose? Je ne sais pas si demain, j'ai peur. Le vent. Mais est-ce que vraiment, est-ce qu'on va vraiment assister à ce qu'on veut? Je ne sais pas. Voilà. Bon, on verra demain le vent comment il sera. Mais je suis curieux de voir. Plutôt vent de dos dans le final. Ouais, comme on disait tout à l'heure, je pense que cette deuxième semaine, c'est pas là où tu feras la différence, c'est là où tu perdras le tour. Moi, je pense que si on résume le parcours, c'est ça. Denis? Moi, je pense que demain, je verrai bien les Ineos retenter. Tenter de nouveau un coup de bordure parce que Pogacar, même s'il a pris 5 minutes 20 à Lavore et qu'il est, du coup, il s'y attend, il a quand même une équipe très faible. Je suis très surpris de la team Emirates, de la faiblesse de l'équipe. Je m'attendais à voir Formolo bien mieux que ça. Les équipiers, je m'attendais à les voir bien mieux que ça. Et je me méfie un petit peu parce que si Pogacar tout seul, il va peut-être pas y arriver à se placer. Je sais pas, je verrais bien justement les Ineos retenter pour que Bernal reprenne du temps. Après, il faudra voir la force du vent, évidemment. Parce que bien sûr. Faut pas qu'il lâche. Oui, bien sûr. Après, mais Bernal, voilà. c'est un gros rouleur quand même aussi. Ça reste un gros rouleur, mais bon, on ne sait jamais. Il suffit d'un coureur devant lui qui saute et c'est terminé, quoi. Donc, Après, la Jumbo-Visma peut aussi faire un coup de bordure pour faire péter tout le monde avec le maillot jaune. On salue Quentin qui me demande la météo annoncée demain. Quentin, c'est pas la météo du Nord-Pas-de-Calais, Quentin, je suis désolé. C'est la météo de la Charente-Maritime. Il va faire soleil et il va y avoir un peu de vent. Il va faire beau. T'inquiète pas, tu vas pouvoir bronzer. Allez, on passe à l'étape de mercredi. Oui, vas-y. Oui, non, j'allais dire, le vent, on ne connaît pas d'avance, mais il prévoit vraiment c'est quoi? C'est ensoleillé, il y a un peu de nuages, attention. Temps ensoleillé, 15 km/h de vent à peu près. 15 km/h. Quand même. Je ne sais pas si c'est assez pour faire vraiment une bordure. Parce que dans le final, c'est plutôt vent. Voilà. Les bordures, c'est faible quand même.
C'est faible, hein. Ouais. Il n'y a pas trop de rafales annoncées, donc je ne sais pas si ça va vraiment casser. Ça va être une étape pour les sprinteurs normalement, tout comme celle de mercredi entre Châtelaillon, qui est en bord de mer en Charente-Maritime, et Poitiers, préfecture de la Vienne. Ouais. Une occasion pour les sprinteurs, on va passer très rapidement. C'est une occasion pour les sprinteurs, hein. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, quoi. Et puis surtout, ils vont il n'y aura pas de vent. Enfin, celle-là, normalement, il n'y a aucun souci. C'est Poitiers, c'est sprint, il n'y a pas de. Lieu de l'arrivée du Tour Poitou-Charentes. Ouais, c'est l'arrivée au Massif Central qui va être particulière, je pense. Parce qu'on ne sait pas sur quel pied lancer vraiment. Est-ce que ça va être sur un gros rythme ou pas? Parce que c'est des étapes particulières, hein, celles qui arrivent les jours d'après, le jeudi et vendredi, arriver à Saran. Jeudi, c'est la 12e étape, exactement. Donc, ces étapes-là, Clermont-Ferrand, Puy-Marie, c'est Puy-Marie et Châtel-Guillon, ou Châtel-Guillon, Puy-Marie plutôt. Et Châtel-Guillon, Lyon, pas de Pérol. Ouais, ce genre de choses, ça va être particulier, je pense, à falloir faire très attention parce que c'est ce genre d'étape où tu peux perdre 10, 20 secondes, quoi. Pas forcément beaucoup plus, mais un petit peu, quoi. Alors moi, je serais plus, entre guillemets, sévère sur l'étape. Moi, je dirais que celle-là, je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent perdre beaucoup plus de temps. Hein, parce qu'elle me paraît bien. Laquelle tu parles? Celle de Châtel-Guillon Puy-Marie. Celle de Puy-Marie me paraît extrêmement dure. Hein. C'est l'étape de vendredi, hein, il me semble. Et l'étape de vendredi, 4500 mètres de dénivelé, on arrive en altitude, ça risque d'être compliqué. Là, c'est 5 moi, je te parle par rapport aux favoris. Hein. Excusez-moi, je parlais de ça. Ouais. Par rapport aux favoris, moi, je disais. Hein. Moi, je pense que quelqu'un qui fait il y a 190 km, c'est du toboggan, on fait que monter et descendre. Les étapes du Massif Central, c'est des étapes toboggan, hein, les gars. Franchement, faut dire ce qui est. Ah bah ça, Zachary ne gagnera pas, ça on a bien compris. Mais les autres, là par contre. Jeudi, Chauvigny. Messieurs, jeudi, Chauvigny, Saran, 218 km, arrivé à Saran, pays de Jacques Chirac, avec, il faut dire aussi, à combien de l'arrivée? Une vingtaine de bornes de l'arrivée. Des bonus, des secondes bonus au SUC de mai à 900 mètres d'altitude avant de replonger vers Saran et une étape et des toboggans dans l'arrivée. Et l'arrivée vendredi au Pas de Pérol, arrivée à 1600 mètres, 1600 mètres d'altitude, 5 bornes à 8% avec des secondes bonus au col de Néron à 10 km de l'arrivée en haut. Le col de Néron, deuxième catégorie, Pas de Pérol, première catégorie. Oui. Tu me fais une Jean-Paul Olivier là, à me dire arrivé chez Jacques Chirac, là, tu lis le résumé ou quoi là? C'est quoi cette histoire? Oh ben non, mais Saran, c'est connu quand même, c'est le pays de Jacques Chirac. Excuse-moi, c'est connu. T'as raison. On vient de parler du Massif Central, les gars, on va parler aux Alpes. Ouais, on va parler des Alpes. Ouais, mais après, oui, non, mais de toute façon, là, après, ça va être les Alpes. Pour moi, ça va être aussi des étapes où tu vas essayer de t'économiser, mais tu vois, ça peut être le danger aussi, parce que vu ce qui arrive derrière, c'est terrible quand même derrière. C'est sûr. C'est sûr. Je sais pas si on a connu plus grosse semaine. La troisième semaine va être terrible, on en parlera dans une semaine pour le débrief de la deuxième semaine justement et la projection sur la troisième. Le week-end prochain, c'est une étape entre Clermont-Ferrand et Lyon pour le samedi, 194 bornes. Alors, une étape qui a été retoquée dans le final parce que devait y avoir par 2 fois le col de Fourvière, je crois, le col du tunnel de Fourvière, et ils n'ont pas pu y passer à cause d'un arrêté préfectoral donné après la refonte du Tour de France à cause du Covid. Donc il y aura quand même deux côtes dans le final, mais c'est pas la côte du tunnel de Fourvière, voilà, excusez-moi. Et puis dimanche, Grand Colombier, arrivé à 1500 mètres d'altitude, comme lors du Tour de l'Ain, exactement la même arrivée, avec avant la montée de la Selle de Fromentel et le col de la Biche. Messieurs, je me tais, à vous. Après, que tu as de plus, à part que ça va être le début de la bagarre, je sais pas ce que tu en penses, Denis, mais voilà, c'est dimanche, ça va commencer à batailler. Je me tente quand même de voir celle de vendredi, celle de Puy-Marie, mais je pense que celle de dimanche, arrivée au Grand Colombier, celle-là, on verra vraiment les forces en puissance, parce que les équipes risquent, la Jumbo risque de rouler à la montée de la Selle de Fromentel et le col de la Biche, et après, en bas du Grand Colombier, il va rester peut-être Van Aert, Kuss et Dumoulin, et ils vont pas faire toute la montée, hein, et donc là... ça c'est sûr. Mais là, c'est là où j'attends Pogacar, là, par exemple. Ouais, c'est vrai. Oui, exactement. Et moi, je pense qu'un Pogacar ou même un Mikel Landa, c'est peut-être là où il faut commencer à mettre les petites banderilles contre Roglic pour voir ce qu'il vaut et pour voir ce qu'il est capable de tenir encore. Ça donnera une indication. Et potentiellement, si tu le décroches, tu lui mets un coup au moral et toi, ça te remonte le tien. Pour moi, ça peut être l'étape décisive du Tour dimanche. Je sais pas ce que t'en penses, Denis.
Ah, mais je suis d'accord avec toi. Vraiment, je rajouterai encore celle de vendredi, mais celle du Grand Colombier, ouais, ça peut être, surtout moralement et pour toute l'équipe Jumbo, ça peut être un tournant. Si jamais on voit que Roglic lâche, ça risque d'être très compliqué dans les tests, surtout qu'ils ont Dumoulin à lâcher, quoi. Donc, il est déjà 3,30, voilà. Bon, Si Roglic lâche, avec une équipe comme ça, en fait, on se retrouve sans maillot jaune et attendre juste que Roglic se remette sur selle, quoi. Donc, bon, c'est compliqué, quoi. Après, Dumoulin peut se refaire sur la minute 30. Enfin, s'il met à fond, il peut essayer de la rechercher celle-là. Faut pas qu'il perde plus, mais il peut aller la rechercher. Merci beaucoup, Denis, d'avoir été avec nous. Merci, Denis. Merci à vous de m'avoir accueilli. Pas de souci, grand plaisir. Je rappelle, on était en émission spéciale pour le débriefing de cette première semaine. On se retrouvera pour la deuxième semaine, le débriefing aussi la semaine prochaine, Guillaume. Ouais, et puis on refera peut-être quelques lives dans la semaine pour c'est une arrivée qui nous. Sinon, si on a envie de faire une arrivée en live, on se la fera. Et puis au pire, on attendra le débrief de la deuxième semaine. Merci beaucoup. 1h25 de live à peu près. On a eu pas mal à discuter. On a eu Valentin Jacquemet, journaliste Dauphiné, pour parler de l'ambiance sur le Tour de France. On a eu Barnabé Moulin, qui est ostéo chez Bahrain McLaren, pour nous parler un peu de l'état des coureurs et de l'équipe Bahrain McLaren. Denis est venu en fin d'émission auditeur, il a dit tiens, est-ce que je peux intervenir aussi, il nous a envoyé un message, bam, il est venu. C'est ça aussi Vélo Podcast, si vous voulez venir avec nous parler, on parle, et voilà, ça se passe bien. Juste un petit point technique, parce que on apprend aussi en même temps. Je pense qu'il y a eu des petits bruits de discussion qui sont tombés, des petits bruits de notification pendant le live. C'est juste moi qui ai oublié de désactiver un truc, et je pense qu'il y a pu avoir quelques bips à un moment. Voilà, c'est dit. Et Guillaume, juste pour remercier tout le monde qui nous écoute quand même aussi, parce que on l'a encore dit la dernière fois, on a plus de 500 écoutes depuis janvier. Voilà. Parfois des gens qui nous écoutent plusieurs fois évidemment, mais c'est quand même assez énorme, et merci de nous écouter et de réagir pour qu'on améliore toujours l'émission. Et puis sur le live de la dernière fois aussi, François-Pierre, le live de la dernière fois où on a eu plusieurs centaines d'écoutes, je crois qu'on en était en cumulé, parce qu'on l'a mis derrière en réécoute sur nos différentes plateformes et sur YouTube. En cumulé, on était déjà à plus de 500 écoutes en quelques jours à peine, en quelques heures à peine. Franchement, c'était vraiment cool de votre part. Donc, merci beaucoup. Et on va revenir. Voilà, on va revenir. Et puis, à très vite à tous. Et puis, restez bien à l'écoute de Vélo Podcast. On vous promet un live très bientôt. On va essayer de faire une belle étape aussi. Et puis, le live débriefing de la deuxième semaine. Allez, salut à tous. Exactement. Ciao, ciao. Bonne soirée à toutes et à tous. Bicycle, bicycle. Victoire de Julien Alaphilippe. Regardez l'avance d'Alaphilippe. Thibaut Pinot seul à l'assaut du Tourmalet. Merci à vous. C'est tout le pays qui est derrière vous. Qu'est-ce qui lui arrive? Pinot est en pleurs. Bernal qui s'envole. Alaphilippe qui est en train de perdre le Tour de France. Bicycle, bicycle, bicycle. Victoire de Julien Alaphilippe. Regardez l'avance d'Alaphilippe. Thibaut Pinot seul à l'assaut du Tourmalet. Merci à vous. C'est tout le pays qui est derrière vous. Qu'est-ce qui lui arrive? Pinot est en pleurs. Bernal qui s'envole. Alaphilippe qui est en train de perdre le Tour de France. Bicycle, bicycle, bicycle. Victoire de Julien Alaphilippe. Regardez l'avance d'Alaphilippe. Thibaut Pinot seul à l'assaut du Tourmalet. Merci à vous. C'est tout le pays qui est derrière vous. Qu'est-ce qui lui arrive? Pinot est en pleurs. Bernal qui s'envole. Alaphilippe qui est en train de perdre le Tour de France. Bicycle, bicycle, bicycle. Victoire de Julien Alaphilippe. Regardez l'avance d'Alaphilippe. Thibaut Pinot seul à l'assaut du Tourmalet. Merci à vous. C'est tout le pays qui est derrière vous. Qu'est-ce qui lui arrive? Pinot est en pleurs. Bernal qui s'envole. Alaphilippe qui est en train de perdre le Tour de France. Bicycle, bicycle, bicycle. Victoire de Julien Alaphilippe.